Et donc, on arrive dans un bloc, de glace, dans un seau. T'as un mec qui fait du piano, je sais pas comment il s'appelle. Et ils vendent la viande cachère là-bas. C'est super. J'ai vu. On invite Red David. C'est pas ma cache-croûte. Mais bon, viens, on y va, viens, on étudie. 5 minutes, c'est la folie. Voilà, ok, ça c'est bon, t'attends. Bon. Et la viande. Hein? Ok. La viande cachère, avec le tampon, il l'appelle. Attends, je vais commencer. Je vais boire un peu parce qu'il faut que je discute avant de prendre la voiture. Vas-y. Oui, tu dis qu'on. Oui, ça enregistre, qu'on mange, bien sûr, non, c'est bon, je pense qu'on est bon. Si on est bon, on est 15. Ouais. On est bon. C'est bon. Ça enregistre vraiment? Ça enregistre pour de bon, voilà, c'est bon, allez, c'est bien. Non. Comme ça, les gens maintenant ils connaissent. Romain, il y a un steakhouse, c'est pas ça. Tout le monde connaît. Le mec, il connaît pas. Non. Faut donner aux gens d'avoir envie de venir à Manhattan quand même. Non, c'est Bon, les gars, bon. on continue, on va commencer le cours. Voilà. Ça va, c'est pas des danses, on enregistre. Quoi? Ouais, c'est pas, on commence, non, attends, on commence. Ok, le cours sur la page. Bon, c'est le cours. Non, ça va. Ouais, ça va, Michael. Ok, c'est bon, maintenant. C'est le cours sur la page de Vadigash. Donc, en réalité, ce cours, il est basé sur des questions des élèves. Ah, alors, j'allais dire la question de William, j'allais dire son nom, ma match à la Macom. Tu vois, on vient de commencer le cours. Donc, tu vois, donc c'est. Mais non, c'est bon. Bon, le coup, il est basé sur des questions de William. Qui vient de passer. Qui est là, tu vois. Donc, lui, il va demander. Donc, j'essaie de reprendre en réalité les questions qu'il va demander tout au début de son mail qu'il m'a envoyé. C'était de savoir est-ce que Yosef, il est vraiment. Est-ce que c'est un type qui est, comme il dit en anglais, vain? Ça veut dire, je ne sais pas comment on pourrait dire, un mec qui est. Tu vois, qui s'occupe simplement de son physique et qui est un petit peu idiot, qui n'a rien à faire de rien du tout, à part ça. Et parce qu'en réalité, bon, pour expliquer la question, c'est parce qu'en fait, quand on parle des versets de Yosef, on va y marquer, on va faire tout dans les mots, etc. Mais en fait, il y a plein de midrashim qui disent que Yosef, en fait, d'abord, bon, ça c'est apparent dans le texte déjà, c'est que quand Yosef il apparaît, il excite la jalousie de ses frères. Il excite la jalousie de ses frères et il fait aussi l'imbécile, tu vois, grosso modo. On va voir, il dit du mal de ses frères, il fait attention à son apparence et tout ça. Et on a l'impression, a priori, quand on lit ça à première lecture, que ça veut dire en fait que Yosef, il est décrit comme un imbécile, plutôt comme un type, pas un imbécile, puisqu'on voit d'autre côté, puisqu'on voit que par exemple, on voit que c'est un mec très intelligent, puisqu'on voit que son père, il le préférait parce qu'il était plus intelligent que ses frères. C'est un mec on voit toujours qu'il est très successful, il réussit tout ce qu'il fait. Mais d'un autre côté, en fait, on a l'impression, à premier abord, que c'est un imbécile et on ne comprend pas vraiment qui c'est Yosef dans la Torah. C'est ça la question qu'il va demander William. Une des questions qu'il va demander, c'est est-ce que c'était injuste? Est-ce que c'est un tzaddik? On dit Yosef a tzaddik. En quoi est-ce qu'il est tzaddik? Si on dit qu'il a changé, est-ce qu'il a changé? À quel moment il a changé? Qu'est-ce qu'il a fait changer? C'est ça la question qu'on m'a demandé aussi. Changer par rapport à lui en lui-même, ça veut dire si on... Voilà, exactement. Ça veut dire est-ce que... Exact. Ça veut dire, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Ça veut dire, si on va dire que quand il était jeune, il était complètement con, on va dire comme ça, tu vois, et qu'après ça, pour une raison XY, il a changé, qu'est-ce qu'il a fait changer? Et aussi, tu vois, la question qu'on m'a demandé, c'est de savoir, en fait, quel est l'impact qu'il a eu sur ses frères. À savoir que, comme il dit, voilà, en fait, que tout le monde se prosterne à lui dans son rêve, et je veux dire, voilà, en quoi quel impact, quel est son rôle, en fait, dans la famille, quel impact il a eu sur ses frères. Voilà, donc ça, c'est les questions, en fait, de William. Bon, et le coup, en fait, il va essayer de cerner un petit peu plus c'était qui la personnalité de Yosef. Bon, surtout qu'on sait que c'est l'anniversaire, enfin presque, de quelqu'un qui s'appelle Yosef ici. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un cours sur Yosef. Et voilà, donc en réalité, bon, je pense que tu vois, bon, il faut quand même un petit peu lire les textes qu'il y a au début. À mon avis, moi, je pourrais expliquer la structure du cours. J'ai simplement envisagé trois mouvements. Pas trois mouvements, mais trois passages de la Torah. Bon, c'est des passages simples, connus, que tout le monde connaît. Vous n'allez pas voir, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est la manière de les regarder peut-être qui sera nouvelle. Et en fait, c'est Yosef quand il est avec ses frères, d'accord, quand il est jeune, on va dire. C'est le numéro 1. Après ça, numéro 2, c'est Yosef quand il est avec Potiphar. C'est une deuxième étape. Et numéro 3, c'est Yosef quand il est en Égypte, avec Pharaon, d'accord. Et on va voir qu'en fait, chez Yosef, il y a des choses qui n'ont pas changé, il y a des choses qui ont changé. Et il faut voir en fait qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Bon, voilà.
Donc en fait, voilà, donc les textes, en fait, donc j'ai simplement, voilà, donc dans le premier texte qu'on va lire, c'est un texte sur la paracha de la semaine dernière, même d'il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, c'est Vayeshev, même Vayeshev. Donc en fait, c'est les premiers psukim de la paracha de Vayeshev avec Rashi, traduit en français. En fait, tu vois, où on nous décrit Yosef quand tel qu'il est jeune, tu vois. Voilà, alors, je sais pas, si quelqu'un veut lire ça, bon, c'est une page entière en français, on peut couper au milieu, on peut lire, quelqu'un peut lire les versets de la Torah, et après ça, on peut lire les Rashi, si quelqu'un veut. Voilà. Pas de volontaire. Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bila et ceux de Zilpa, épouse de son père, Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique à rayures. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses frères, et leur haine pour lui s'en accrut encore. Il leur dit : « Écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain ma gerbe se dressa, elle resta debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. » Ses frères lui dirent : « Quoi ? Régnerais-tu sur nous ? Deviendrais-tu notre maître ? » Et ils le haïrent plus encore pour ses songes et pour ses propos. Il eut encore un autre songe, et le raconta à ses frères en disant : « J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le répéta à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit : « Qu'est-ce qu'un pareil songe ? Et quoi ? Nous viendrions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds. » Les frères de Joseph le jalousèrent, mais son père retint l'affaire. C'est un passage de la Torah qui est connu, on peut faire une seconde là avant de faire les rachis. Mais déjà, sans faire les rachis dans le texte littéral du verset, on comprend déjà Yosef, il n'est pas décrit d'une manière en fait positive. Premièrement parce qu'en fait, il dit du mal de ses frères. Son père, on ne sait pas exactement quel mal il dit, mais il dit du mal. Et number two, c'est que en fait, il y a 2 choses négatives qui sont encore après dans la suite. C'est que premièrement, on nous dit que son père, il le préférait. Ce qui en soit pas extraordinaire, tu vois, parce que quand quelqu'un il va préférer un de ses enfants parmi les autres, c'est sûr qu'il fait grandir la haine avec les autres enfants. Et bon, ça c'est un problème sur Jacob. Ouais. De ce passage, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt, il a une certaine simplicité. Vous voyez, tu vas pas le voir. C'est ce que William il a dit. C'est ce que William il a dit, de dire, tu vois, il est transparent. Je sais pas, tu vois, c'est pas évident. Ok, c'est vrai que c'est bizarre. Tu vois, c'est vrai que c'est bizarre. Je vais expliquer. Moi, je vais rentrer dans ce truc-là, mais c'est pas vraiment. En fait, c'est ça, c'est ce que ça paraît à première. Pour dire une idée, en fait, bon, je vais. D'accord, je vais rentrer là. J'expliquerai ça après. C'est vrai, c'est une remarque. Ouais. Moi, j'ai une question aussi. Hein. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on ne rentre pas aussi, il y a pas une autre question qui se pose par rapport à l'interprétation des rêves, dans le sens où finalement, lui, il a donné la vision qu'il a eue dans son rêve, mais ce sont que les frères qui l'ont interprété comme ils l'ont voulu, et c'est pas lui qui. Ouais, c'est assez obvious, c'est assez obvious hein, comme interprétation. Hein. Je veux dire, c'est pas. La première rêve, il est carrément pas besoin d'interprétation, il dit tout le monde se prosterne à moi. Tu vois, je veux dire. Imagine-toi, tu viens nous raconter, tu dis j'ai fait un rêve de nuit, vous savez c'est quoi? Tous vous prosternez devant moi. D'accord, tu vois, je veux dire, ça va pas faire monter ta cote, tu vois. Mais bon, tu vois, non, mais le deuxième, tu vois, avec les étoiles, bon, encore, on peut dire c'est plus éloigné, etc. Mais c'est quand même difficile, tu vois. C'est quand même assez obvious, tu vois. C'est quand même assez obvious. Et c'est vrai que c'est a priori un type. Ce qui est intéressant, c'est que à part qu'il y a la transparence, c'est qu'a priori c'est plus que tout, c'est que ça a l'air d'être un signe d'imbécilité. Ça veut dire que normalement, si tu lis le texte, tu vois, un mec qui veut se faire haïr, ben, tu vois, il a comment le bon chemin, tu vois, passer lui. Tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux que tout le monde ait la haine de toi, tu veux leur raconter, vous savez, j'ai fait un super rêve hier, tout le monde se prosterne devant moi, vous êtes tous des cons, vous prosternez devant moi, vous me léchez les pieds, moi je suis le meilleur. Tu vois, t'es sûr comme ça de devenir populaire, tu vois. Et c'est ce qu'il leur dit, tu vois. Et non, mais c'est ça ce qu'il dit. Mais tu viens de me dire que c'est pas vraiment ça. Ouais, c'est sûr qu'on va voir que c'est pas ce qui se passe, tu vois. Et c'est en même temps vrai, en même temps pas vrai. Par exemple, là, il y a un autre verset dans l'Ecclésiaste qui sur Michelet qui dit celui, bon bref, j'ai oublié de la justement, c'est le verset, malheureusement, je sais pas ici pour regarder encore le verset, mais le verset il dit celui qui se tait, j'ai oublié qu'est-ce que le verset dit sur ça. Que si quelqu'un lui fait du mal et il ferme sa bouche, XY, l'agma a dit un truc, je ne sais plus quoi,
le verset dit quelque chose, et elle dit, mais celui qui dit du mal des autres, etc., c'est un imbécile. Parce que finalement, à la fin, ça lui retombe dessus, quoi. Et ça veut dire, en fait, le fait que Yosef, par exemple, il va dire du mal de ses frères à son père, qu'est-ce qu'il croyait? Tu vois, ça veut dire, tout ça, c'est des signes. Ouais. Quand il disait du mal, est-ce que tu parles d'une marcoquette à l'Afrique? Ouais, c'est ce que tu vois, ça veut dire, c'est tous les midrashim, ça veut dire, voilà, tous les midrashim, en fait, ils ont commencé à vouloir passer la pommade. Ça veut dire, toute l'idée, c'est de dire, voilà, non, en fait, c'était pas vraiment du mal, tu vois, la question, c'est de dire, c'était pas vraiment du mal, dire, son rêve, c'était une prophétie, il pouvait pas cacher une prophétie, blablabla. Mais c'est des réponses difficiles, en fait, tu vois, c'est des réponses difficiles. Et pourquoi? Parce que c'est pas logique, tu vois, c'est pourquoi, en quoi c'est une prophétie, c'est pas vraiment une prophétie en général, c'est pas vrai, tu vois, et puis, à chaque fois, tout le mal qu'il disait, on voit que c'est pas vraiment vrai. Ça veut dire, bon, on va faire les rachis, tu vois, dans Rashi, Rashi va te dire, on peut faire les rachis, tu vois. Ou juste raconter ce qu'il disait des Rachid, parce que Non, c'est bon, c'est pas, on les a pour les assez convaincants, les Midrash. Il n'y avait pas une marcoquette entre Yosef et ses frères qui dit que les frères de Yosef doivent faire la Torah, ils pensent qu'ils ne sont pas encore astreints à faire la Torah, alors que Yosef pense qu'il faut déjà faire la Torah, il n'y avait pas une... c'est plus compliqué, c'est un truc, c'est connu cette histoire-là. C'est un midrash comme ça de dire, parce que moi, on va faire les rachis dans les mots. Si je peux lire moi, si vous voulez pas lire, tu vois. Allez, je dis moi, allez, tu vas dire. Ouais, vas-y, si tu veux, tu vas lire jusqu'à la fin, tu vois. Quant au Midrash, Bereshit Rabbah 84.6, il explique que la Torah a entendu lier l'histoire de Yaakov à celle de Yosef. Et ce, pour diverses raisons. Voilà, que j'explique ce que ça veut dire, c'est parce qu'en fait, on nous dit, voici la descendance de Jacob, et après on nous dit Joseph, on nous raconte l'histoire de Joseph. Donc c'est bizarre, puisque la descendance de Jacob, c'est pas simplement Joseph qui avait 17 ans. Donc c'est pour nous dire en fait que le mot toldot, qui veut dire la descendance, ça veut dire les choses qui sont arrivées à Jacob, qui sont arrivées à Joseph. C'est comme les toldot Abraham Yitzhak. Voilà, exactement. Attends une seconde. En premier lieu, le seul but qu'avait Yaakov, lorsqu'il a travaillé pour Lavan, était d'épouser Rachel, la mère de Yosef, la naissance de ses autres enfants ne constituant qu'une conséquence de cette intention première. En deuxième lieu, Yosef avait les mêmes traits de visage que Yaakov. Enfin, tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Le premier a été haï, le second aussi. Le frère du premier a voulu le tuer, le frère du second aussi. Et l'on trouve bien d'autres similarités dans Bereshit Rabbah, chapitre 84. Aucune autre explication du Midrash sur Yaakov demeura. Yaakov aspirait à demeurer en paix, mais les tourments l'assailliront venant de Yosef. Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le Saint béni soit-il leur rétorque. Pourquoi les justes ne se contentent-ils pas de ce qui leur est réservé dans le monde à venir, et veulent-ils aussi jouir de la paix dans ce monde-ci? Passant son enfance, il agissait de manière enfantine, s'arrangeait les cheveux, se parant les yeux afin d'embellir son aspect. Avec les fils de Bilha, cela signifie qu'il fréquentait habituellement les fils de Bilha, que ses frères tenaient en mépris, mais dont il voulait s'attirer les bonnes grâces. Et après, on continue. J'ai essayé de faire tous les rachis, après on va commenter tout. Après. Leur médisance, tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, les fils de Léa, il le rapportait à son père. Qu'ils mangeaient de la viande arrachée à des animaux vivants, qu'ils humiliaient les fils des servantes en les traitant de serviteurs, qu'ils étaient soupçonnés d'actes de débauche. Et c'est en liaison avec ces trois accusations qu'il a été puni. Ils égorgèrent un chevreau, et ils ne l'ont pas mangé vivant. Pour avoir dénoncé ses frères parce qu'ils le traitaient de serviteur, il a été lui-même vendu comme serviteur. Et pour avoir rapporté leur prétendue débauche, il est arrivé que la femme de son seigneur leva ses yeux vers Yosef. Leur médisance, le mot hébreu diba, correspond au français médiéval par les disent. Tout ce qu'ils pouvaient dire de mal à leur sujet, ils le disaient. Le fils de sa vieillesse, Zekunim, il lui était né à l'époque de sa vieillesse. Le Targum Ankelos traduit par un fils intelligent. Tout ce qu'il avait appris auprès de Shem et Ever, il le lui avait transmis. Autre explication, il avait les mêmes traits de visage, Zekunim, que lui. Mais moi, avant d'expliquer ce que je veux dire, c'est simple, tu vois, c'est qu'en réalité, on peut regarder dans les rachis sans commencer à réfléchir. C'est qu'il y a une contradiction, en fait, entre quand on dit qu'il était un nahar, ça veut dire qu'il était un jeune et qu'il faisait des actions de jeune, ça veut dire qu'il s'arrangeait les cheveux et cherchait à embellir son aspect. Et d'un autre côté, on nous dit que c'était un Yeled Zekunim, c'était un enfant vieux. Tu vois, selon le Onkelos, c'était lui qui ne savait pas que c'était un enfant de sa vieillesse. Mais Rashi va expliquer Onkelos qui dit que c'était un enfant vieux. Pourquoi est-ce qu'il était vieux? Parce qu'on dit qu'un vieux, normalement, c'est celui qui est intelligent et auquel il avait appris toute la Torah qu'il avait reçue de Shem Vaïver. C'est-à-dire Yaakov, il avait transmis toute la Torah qu'il avait reçue de Shem Vaïver. Moi, je vais vous dire en deux mots. Bon, à part ça, les Midrashim qui disent, tu vois, la viande arrachée des animaux, c'est parce que si tu veux, l'idée par derrière, c'est de dire que, en fait,
Bref, ça veut dire un des midrashim. Bon, ces midrashim là, ils veulent dire en fait que c'est des discussions à la règle sur savoir est-ce qu'on peut, par exemple, on dit il y a un des cas où en fait si un animal on lui fait la shrita, donc pour un juif on peut le manger une fois qu'on lui a fait la shrita, même si l'animal il est encore vivant. C'est-à-dire c'est possible qu'un animal, on va dire un exemple plus simple, un animal vivant après la shrita, c'est si jamais la femme, on a fait la shrita d'un animal femelle qui avait un enfant enceinte à l'intérieur, l'enfant il n'a pas besoin de faire la shrita, on peut le manger sans le tuer. Sans le tuer ou en le tuant sans shrita, etc. Alors qu'un goy, il n'a pas le droit parce que les goy, ils sont interdits Ever Minahai. Donc ils doivent tuer avant de manger. Donc il y en a qui disent ça, que c'était ça la discussion, en fait, à savoir est-ce que la shrita, ça marche, est-ce qu'il était considéré comme un juif ou comme un goy. Et c'est vrai que c'est récurrent qu'on a l'impression toujours que Yosef, il se considère comme un goy, au début. Ça veut dire, il ne pense pas, par exemple, tu vois, un autre rachis, je ne sais pas si je l'ai ramené ici. Oui, je l'ai ramené ici. Si vous voulez regarder, en fait, en 2 secondes, si vous prenez la photocopie d'après, en 2 secondes, la dernière photocopie, je veux dire, et ces 2 mots, c'est quand il est avec la femme de Potiphar, il dit et je pêcherai contre les Lokim, la débauche est interdite au Noachid. Tu vois, c'est l'Agmara qui dit ça, ça veut dire que Yosef, il s'est pas interdit d'avoir des rapports avec la femme de Potiphar. Par rapport à la vraie. Ouais, alors pas par rapport à la brite exactement, mais par rapport au fait qu'il se considérait comme un goy, en disant qu'un goy, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec une femme mariée, même si elle est mariée avec un goy. Pour donner un exemple très simple, c'est que si jamais en fait, dans la halakha, si jamais un homme juif, il a des rapports avec une femme non juive, même si la non juive elle est mariée, il n'est pas passible de peine de mort. Et la transgression, on va dire, dans l'interdit rabbinique, c'est la même chose avec une femme juive. Si une femme juive elle trouve son mari avec un non juif, elle a transgressé qu'un interdit rabbinique, même pas sûr. Mais c'est vrai, dans la halakha, c'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est beaucoup moins grave, tu vois, de tromper sa femme ou son mari avec un non-juif ou avec une non-juive que d'aller avec une juive. Mais par contre, si jamais quelqu'un, et si tu veux le mariage, on va dire, d'une non-juive, il n'a pas d'influence sur un juif. Par exemple, tu vois, ça veut dire, en théorie, ça veut dire, avec des guillemets et tout ça, mais théoriquement, c'est comme ça. Si Yosef, tu vois, c'est ce que Rachid là-bas il veut dire, et c'est ce que le Midrash il veut dire, si Yosef il a vu un interdit tellement grave d'avoir des rapports avec la femme de Potiphar, c'est parce qu'en fait lui-même il se considérait comme non-juif, et donc il pensait que le mariage que Potiphar il avait fait avec sa femme, si jamais il avait des rapports avec cette femme-là, il était condamnable à mort de ce rapport-là. Pourquoi il se considérait Alors, comme quel a été le fait qu'il dit qu'il est considéré pas comme un juif? Non, parce que justement, c'est l'envoi de cette histoire-là. Tu vois, si par exemple, il se considère, par exemple, tu vois bien Yehuda, on va donner l'exemple de Yehuda, que lui, il a eu des rapports avec une femme en croyant qu'elle n'était pas juive. Tu vois, Yehuda, c'est le frère de Yosef, que lui, il a eu des rapports avec une femme, tu vois, on va dire une prostituée, enfin, il pensait que c'était une prostituée, et en fait, parce que pourquoi il s'est permis d'avoir des rapports avec elle? Parce qu'elle n'était pas juive. Dans les 2 cas, il se considère comme un juif ou pas, et dans les 2 cas, il ne peut pas. Il y a des restrictions. Ouais, mais lui, il ne dit pas qu'il ne se considère pas comme juif pour se permettre des choses. Au contraire, tu vois, Yosef, il se considère comme non-juif ici pour s'interdire des choses. Par exemple, dans les 2 cas qui sont cités, dans le cas de la shrita, si tu veux, il se considère comme non-juif pour dire que même si jamais l'animal a reçu la shrita, on n'a pas le droit de le manger tant qu'il est vivant. Et dans le cas, par exemple, ici de la femme mariée à un non-juif, il dit que lui, il serait passible de peine de mort si jamais il aurait des rapports avec une femme. Alors, est-ce que tu es en train de dire que Yosef, c'est tellement interdit que même des choses qui auraient été... Je sais pas quand je suis pas entré là-dedans. Tu vois, moi, c'est pour ça que je n'ai pas envie de rentrer dans ces midrashim là. Pour moi, c'est ça. Est-ce que lui, il cherchait à aller au plus restrictif dans... Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça l'histoire. Parce que si, tu vois, c'est pas. Je pense pas. Je pense pas. C'est pas ça l'idée. C'était plus restrictif, mais c'est pas ça l'idée. À mon avis, je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire de cette histoire de Yosef. C'est que, je vais expliquer. En fait, mettez-vous, il faut se mettre à la place de Yosef. Tu vois, on te dit que Yosef, il était plus intelligent que ses frères. Il était plus intelligent que tout le monde. Tu vois, son père, c'était l'enfant favori parce qu'il était plus intelligent. C'était celui, en fait, qui était l'héritier normal, si tu veux, logique de toute l'histoire. Ça veut dire, le mec, il est plus intelligent, il est plus beau, il est tout plus que les autres. Ok, c'est tout. Ça veut dire, on te dit Yosef était super beau, on va voir après dans les versets. Il était le produit du but initial. Et du but initial en plus. Donc tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que en fait, quand ça, c'est peut-être un concept, tu vois, qu'il n'y a que ceux qui ont fait des études dans les chiottes en Amérique ou dans les collèges en Amérique qui peuvent comprendre. Si tu vois, ou ceux qui ont des enfants dans les écoles en Amérique aussi, ils peuvent comprendre ça. Si tu vois, c'est qu'en Amérique, il y a le concept, tu vois, du most popular guy on campus, tu vois. Ça veut dire, tu vois, le type, tu vois, tu vois, c'est le beau gosse, le mec super machin, et tout ça, etc., que tout le monde veut copier, c'est, tu vois, la même chose avec les meufs, c'est la même chose, tu vois. Et en fait, et tous les autres, ils font la cour. Tu comprends? Ils sont là toute la journée à dire, ah, quelle belle voiture, tu vois, à l'époque aussi, dans les collèges, ils ont les voitures, et si c'est pas les voitures, c'est quelle belle chaussure, quelle belle machin, quel beau truc. Les gens, ils font la cour, tu vois,
oh, tu most popular guy on campus, c'est the most popular guy on campus, tu vois, parce que c'est elle, si tu veux, le représentante, tu vois, le machal. Et en fait, si tu veux, Yosef, normalement, c'est comme ça qu'il aurait dû dealer avec ses frères. C'est ça ce que ses frères, en fait, ils attendaient de lui. Tu vois, ça veut dire que lui, normalement, tu vois, ça veut dire, lui, il a le même visage que son père. Ça veut dire que c'est lui la suite logique tu vois, du chemin de son père. Donc normalement, lui, ce qu'il aurait dû faire, c'est pas dire du mal de ses frères, etc. C'est simplement, tu vois, dire I am the best, ok, I am the best. Tu vois bien que toujours les gens qui sont populaires, c'est en fait des gens qui sont très imbus d'eux-mêmes, mais ça, c'était pas ça le problème. Il était imbu de lui-même, mais tant que tu écrases pas les autres, au contraire, et que de toutes les façons, de facto, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus intelligent, tout ce que tu veux. Donc toi, tu es là simplement pour recevoir les compliments et pour, tu vois, les rendre un petit peu, etc. et gérer ta cour, grosso modo. Et en fait, Yosef, s'il a dit du mal de ses frères en faisant ça, il a foutu les pieds dans le plat, c'est parce qu'il a fait ça exprès, c'était pas un imbécile. On te dit que c'était les plus intelligents de tous. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas entrer dans ce système-là. Il ne voulait pas, en fait, que justement, que ses frères, tu vois, il aime parce que voilà, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau, et je suis le plus intelligent, c'est moi la suite. Et en fait, c'est pour ça qu'on te dit, par exemple, qu'il faisait attention à son aspect, tu vois, il faisait des actions de jeune. Ça choquait les autres parce que tu vois, les autres, ils s'attendaient, tu vois, à avoir un mec qui va suivre le chemin de Jacob, tu vois, etc. Donc, qui va continuer le chemin, qui va avoir une grande barbe ou un truc comme ça, si tu prends dans l'esprit de l'époque. Et eux, ils sont déstabilisés par rapport à ça. En plus, tu vois, l'idée même, tu vois, qui dit, voilà, on traite les autres comme des esclaves. Les enfants des esclaves, eux-mêmes, ils l'ont vendu après, parce que eux, ce qu'ils voulaient, ça montre, c'est qu'ils voulaient la pérégrination, ils voulaient que ça continue le chemin, ils voulaient que eux, ils acceptaient leur statut d'esclave, si tu veux, leur statut de second class citizen. Parce que c'était comme ça. Eux, leur mère, ça avait été une esclave, donc eux, ils étaient les enfants des esclaves. Eux, ils attendaient que Yosef, il continue le chemin, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'était des esclaves d'une famille importante, etc. Ils étaient contents de leur statut. Ils en veulent à Yosef, que Yosef, il va, si tu veux, il veut égaliser les esclaves. Donc, il va contre, en fait, si tu veux, ce qu'on s'attend de lui, il va contre la continuation. Tu vois, de Yaakov. Ouais. Sous quelle forme il veut égaliser les esclaves? Parce que tu vois, on voit bien que tu vois, les enfants tu vois, ouais. Je vois justement l'opposé, excuse-moi. Il leur dit que vous allez vous prosterner à moi parce que vous êtes des esclaves, plus ou moins. Pas des esclaves, non, vous prosterner à moi. Mais c'est l'idée, pas derrière moi, je pense que toute l'histoire de ce rêve-là, c'était pas de dire vous allez vous prosterner à moi, c'était une question. Il voulait, en fait, me faire la cour. I will show you. Ça veut dire, je vais vous montrer à quel point vous êtes con de vouloir me faire la cour. Venez vous prosterner à moi. Et là, les mecs sont dégoûtés. Tu comprends? C'est comme si tu vas voir, par exemple, j'en sais rien, tu vois, tout le monde adore Barack Obama ou adore, j'en sais rien, Hollande ou j'en sais rien, parce que tu vois, quand ils arrivent, tu vois, si j'imagine qu'il y a Hollande ou Obama qui viennent ici, ils vont tous nous embrasser, ils vont nous serrer la main, mais si par contre ils viennent et ils disent, vous êtes tous des cons, baisez-moi les pieds, tu vas voir le mec qui va se prendre les pizzas dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu comprends, le mec intelligent, c'est pas le mec intelligent, mais Yosef, il voulait pas, en fait, justement, c'était sa manière, en fait, de raconter les rêves. Tout ce qu'il fait, c'est justement, parce qu'il met les pieds dans le plat, parce qu'il ne veut pas que les gens ils continuent cette connerie, si tu veux, de suivre le chemin. Et c'est pas du tout qu'il est vain, c'est qu'en fait, il veut casser le système. Il veut pas qu'il soit leader. Ouais, il veut pas être son idole, il veut pas être son idole, mais il veut casser le système. D'une certaine manière, il veut casser le système. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il recherche par rapport à ça? Ça, c'est une autre question. Mais d'une certaine manière, il veut casser le système. C'est pour ça que quand Hachi, à mon avis, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit le premier Hachi, à mon avis, quand il dit voilà, tout ce qui arrive à Yaakov, ça arrive à Yosef, et finalement, il dit les justes, ils veulent s'asseoir dans le calme, et finalement, Hachem, il dit non, il ne faut pas qu'ils restent dans le calme, c'est parce qu'il y a quelque chose, en fait, tu vois, qui fait que, tu vois, que ce qu'on veut nous dire, c'est que Yaakov, si tu veux, on va dire, si tu veux, il a subi la haine de ses frères, ou parce qu'il a été manipulé, on va dire, par sa mère, ou j'en sais rien, mais en tous les cas, il a subi, si tu veux, ce qui s'est passé. Il n'a pas été, lui, l'excitateur premier, mais en fait, Yosef, lui, il a été l'excitateur premier, et ce qui le poussait, c'est parce que, justement, s'il voulait être la continuation de son père, il ne pouvait pas rester juste à faire le roi, tu vois, et à recevoir des cadeaux de tout le monde, et à dire, tu vois, to be the most popular guy, and to say to everybody, vous êtes les meilleurs, moi je suis le meilleur, tout le monde est le meilleur, etc. Et parce que sinon, il n'aurait pas été, en fait, la continuation de Jacob. La même chose quand on dit, tu vois, il y a le Rashi qui dit que Jacob, il a fait des différences avec Yosef. Ça aussi, ça faisait partie du plan. C'est parce que Jacob aussi, il voulait, d'une certaine manière, exciter la jalousie des frères. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe, si tu veux. Quelqu'un ne pouvait pas être un tzaddik, si tu veux, d'une certaine manière, si jamais il arrive dans une situation où tout est set-up pour lui. Si tout est set-up, tout est avancé, tout est arrangé, tu vois, c'était pas ça le rôle de Yosef. En tous les cas, ça n'aurait pas été le tzaddik du type qui aurait été le fils de Yaakov. Il y a un type qui va être comme ça. C'est-à-dire tous ceux qui descendent de la tribu de Juda, par exemple, c'est des mecs comme ça.
Tu vois, Judas, le symbole, c'est le lion. Alors le lion, tu vois, pour savoir, comme je dis toujours, tu vois, le lion, c'est le Kollelman des animaux. Ça veut dire le lion, il ne faut rien toute la journée. C'est sa femme qui travaille, et lui, il reste et il dort. Et c'est tout ce qu'il fait. Il fait des risettes de temps en temps, et puis voilà. Et après, il mange et il digère. Mais c'est vrai, mais ça veut dire, mais c'est vrai, ça veut dire l'idée par derrière, c'est qu'on voit que toujours ceux qui descendent de Yehuda, c'est des mecs qui foutent rien. Ça veut dire ils sont là, et tu vois, ils font des coucous, et tu vois, ils doivent maintenir l'ordre établi, et c'est ça Yehuda. Mais par contre, tu vois, à partir du moment où en fait le roi, c'est-à-dire celui qui allait être la continuation ça devait être quelqu'un qui était la continuation de Yaakov, ça ne pouvait pas être Yehuda, par exemple, qui allait être la continuation de Yaakov. Il fallait que tu vois qu'ils mettent les pieds dans le plat. Il fallait, tu vois, en fait, si tu veux, Yosef, en fait, ce qu'il va faire ici, c'est pas qu'il est un imbécile, c'est pas qu'il est vain, c'est qu'en fait, il veut mettre les frères dans une situation inconfortable pour les sortir, si tu veux, d'une sorte de routine ou d'une chose qui serait simplement la continuation de ce qui était passé avant. Tu vois ce que... Pourquoi est-ce que c'était... Why did he feel that he needed to be the trigger of that? Parce qu'on a déjà comme... Ok, il y a la famine qui a... La famine, elle est venue après. Ok, la famine, elle est venue après. Pourquoi il a pris de son propre... his own will, il allait créer une situation de conflit pour après émerger comme un leader. Pas comme le but, c'était pas d'émerger comme un leader. C'est ça l'histoire. C'est ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est parce que toi, tu vas plus loin. Tu dis qu'il voulait émerger comme un leader. C'était pas vraiment qu'il voulait émerger comme un leader. Je pense qu'il voulait. Ouais, bon, c'est pour donner en fait la véritable explication, pas la véritable explication, mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que en fait, c'est que on voit, et ça, c'est un truc qui est, c'est un peu un truc de Kabbalah, mais vraiment pas vraiment. Mais ça veut dire dans la Kabbalah, c'est un truc beaucoup plus profond. Mais l'idée par derrière, c'est que Yosef, ça veut dire, ça symbolise, tu vois, celui qui se cherche lui-même. Ça veut dire qu'en fait, si jamais, par exemple, quelqu'un, tu vois, dans la situation de Yosef, tout le monde va dire, ah, voilà, quel est le meilleur, c'est rien de mieux que Yosef, tu vois, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, qui réussit tout ce qu'il fait. C'est ça, Yosef. Mais en fait, le problème que lui, il a, Yosef, c'est que, bon, d'accord, c'est vrai, mais maintenant, qui je suis, moi, là-dedans? Par exemple, il voit que ses frères, tu vois, ils ont un rapport parce que voilà, lui c'est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent et tout ça, etc. Mais si tu veux, où est-ce qu'il est lui-même là-dedans? Donc il s'est senti investi dans un rôle. Ouais, un joueur à jouer, que lui-même il était prisonnier dedans. Et on va voir que toute l'histoire de Yosef c'est le prisonnier. Ça veut dire qu'il est prisonnier dans un rôle que lui-même il n'a pas choisi. Et donc à chaque fois, tout son travail c'est d'essayer de se libérer de ce rôle-là. Mais c'est pas aussi pour donner en fait une légitimité à la jalousie en fait de ses frères, qui se sentent un peu moins responsables en fait de la vie qu'ils avaient. C'est difficile de dire ça, c'est vraiment lointain, tu vois, de dire ça. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est loin de dire ça, c'est lointain. Moi, je pense qu'il a simplement excité la jalousie. Il voulait, tu vois, il voulait que ça explose. Il voulait que ça explose parce qu'il pensait que si jamais on n'allait pas dans ce système-là, la seule manière, ça aurait été qu'ils auraient été, si tu veux, des admirateurs, on va dire, et que lui, il voulait pas ça. Parce que pourquoi est-ce que ça lui permet de se faire appeler tzaddik? Puisque en apparence, ouais. Parce que si tu vois, tu es un leader, tu es dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Pourquoi tu vas t'abaisser pour que les autres se remontent? C'est pas comme si. Ouais, c'est vrai. Les 12 tribus, ils sont pas ressortis grandis de ça. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est la grosse question. Mais dans la Kabbalah, si tu veux, voilà, c'est le point de la Kabbalah dans l'histoire, c'est que justement, ouais, tu vois, c'est le tzaddik, c'est pas le mec, tu vois, qui est parfait, c'est le mec qui tombe, tu vois, c'est comme le verset dit, Shiva Yipol Tzadik Bekam, ça veut dire c'est celui qui tombe mais qui fait tomber les autres, mais qu'à la fin il se relève à un niveau que les autres ils n'avaient pas. Si c'est toujours la même idée qu'il y a 2 semaines avec la graine qui doit pourrir pour. Voilà, exactement, c'est la même idée. Tu vois, c'est ça l'histoire. Parce que voilà, si tu veux, le tzaddik en fait, c'est pas Yehuda, c'est pas le mec, tu vois, en fait, qui fait son job, qui est réglo et que tu vois, qui maintient le truc en permanence. Le tzaddik, tu vois, c'est quelqu'un qui a en fait. Qui fait des erreurs, on va dire presque consciemment, parce que justement, il ne se satisfait pas en fait du chemin droit. Mais pourquoi il reste dans une situation passive pour écrire son histoire plutôt que d'être dans une situation active? C'est pas simplement qu'il est passif, c'est qu'il est actif toujours d'une manière autodestructrice. Tu vois, je veux dire, pour donner un autre exemple, tu vois, je veux dire, c'est pour ça que je dis le deuxième passage. Quand tu regardes l'histoire avec la fille de Potiphar, je ne sais pas si vous voulez relire tout le truc de la Torah avec la femme de Potiphar, mais on voit bien encore une fois que dans l'histoire de Potiphar, c'est que Yosef, la même chose, il continue en fait, si tu veux, à agir contre-courant. Tu vois, par exemple, quand on tu vois, donc, si on va lire les versets, on va lire les versets, tu vois, ça va, on peut lire, il n'y a pas beaucoup de texte, tu vois. 39. Ouais, vas-y, ouais. Joseph fut donc emmené en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien m'achetait aux Ismaélites qu'il avait conduits dans ce pays. Le Seigneur fut avec Joseph, qui devint un homme heureux et fut admis dans la maison de son maître égyptien.
Son maître vit que Dieu était avec lui, qu'il faisait prospérer toutes les œuvres de ses mains. Et Joseph trouva faveur à ses yeux, et il devint son serviteur. Potiphar le mit à la tête de sa maison et lui confia tout son avoir. Du moment où il l'eut mis à la tête de sa maison et de toutes ses affaires, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction divine s'étendit sur tous ses biens, à la ville et aux champs. Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph, et il ne s'occupa plus avec lui de rien sinon du pain qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Il arriva après ces faits que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit : « Viens reposer près de moi. » Il s'y refusa en disant à la femme de son maître : « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires. Il les a remises en mes mains. Ah, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu sinon toi, parce que tu es son épouse. Et comment puis-je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur ?» Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. Mais il arriva à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait, qu'elle le saisit par son vêtement en disant : « Viens dans mes bras. » Il abandonna son vêtement dans sa main, s'enfuit et s'élança dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main, il s'était Moi, j'ai échappé. tu vois, la suite, elle est connue, tu vois, de l'histoire. Mais moi, ce qui est intéressant de cette histoire-là, c'est que Yosef était beau, va dire, regarde, tu vois. Et Yosef était beau de taille. Lorsqu'il s'est vu le maître, il s'est mis à manger, à boire et à se soigner les cheveux. Les cheveux, mais bon. C'est pas ce pays, les cheveux. Désolé, c'est toujours l'histoire, mais c'est assez bizarre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les cheveux. I don't know. Tu vois, il doit y avoir quelque chose, mais bon, I don't know. Le saint béni soit-il a alors dit : « Ton père est en deuil et toi tu te soignes les cheveux. Je vais lancer un ours à tes trousses. » Midrash Trauma. Et aussitôt, ce fut après Achar. Ces choses-là, toutes les fois que le texte emploie le mot Achar après au lieu de Acharé, il s'agit d'événements survenus aussitôt. Bereshit Rabbah. Et pécherai-je contre Elohim, la débauche a été interdite au Noachim. Voilà, c'est pour l'histoire de ce qu'on sait comme un goy. Mais par derrière, tu vois, derrière toute cette histoire-là, c'est que, en fait, voilà, si on prend l'exemple, tu vois, on dit que Yosef, il était super beau. Ça veut dire, on va dire, dans les Midrashim, on te dit, toutes les meufs, elles crevaient de lui comme des malades et tout ça. On dit que même, si tu veux, en fait, Potiphar, il avait acheté pour avoir des rapports avec lui parce qu'en fait, il était homosexuel, enfin pas homosexuel, mais en tous les cas, il voulait avoir des rapports avec lui homosexuellement. Etc. Et bon, bref, on voit, si tu veux, la femme de Potiphar, tu vois, elle lui demande tous les jours d'avoir des rapports avec lui. Un type normal aujourd'hui, tu vois, il va tout de suite faire un claim, tu vois, sexual harassment, tu vois, je veux dire, ça prend pas 2 secondes d'aller voir ton boss, surtout si tu sais que ton boss, il te fait super confiance et que ici, tu vois, je veux dire, c'est comme, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, t'imagines, t'as une secrétaire, c'est pas Raphaëli ou j'en sais rien, et l'autre, tu vois, le mec, il te dit, non, mais pour donner un exemple, tu vois, de l'exemple, pour se mettre dans la tête de l'histoire, c'est-à-dire, le mec, il est super beau, tout le monde crève de lui, etc., on te dit que les mecs, tu vois, les hommes, les femmes, tout le monde crève de lui, les Midrashim disent, tu vois, que la femme de Potiphar, elle amenait des meufs, elle leur faisait éplucher des pommes, et quand elle voyait Yosef, elle se coupait tous, parce que tellement qu'elle voyait, elle tombait dans les pommes. C'est quand même marqué dans le Midrash. Mais on voit tout de suite, tu vois, il était là. Et par contre, la même Potiphar lui-même, il était castré. Ça veut dire il avait été castré par la suite pour entrer au service de Pharaon. Donc il ne pouvait plus avoir de rapport avec sa femme. C'est évident, tu vois. À part que moi, j'ai déjà écrit dans la mail une fois que je pensais que c'est possible que Potiphar, il avait acheté rien que pour ça, pour avoir des enfants avec, que sa femme ait des enfants avec lui, tu vois, comme une sorte de. Que c'est la logique de penser ça, mais peu importe, oublie cette garce-là. Mais même si on ne dit pas ça, c'est évident que s'il avait dit à Potiphar, voilà, tu sais, ta femme, elle veut avoir des rapports avec moi, tu vois, Potiphar, il n'est pas con. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait écouté. Et tu vois, pour quelqu'un qui a été très rapide pour dire du lachon hara sur ses frères, sur des actions qui étaient peut-être pas existantes ou à moitié existantes, là, il aurait largement dû ouvrir sa bouche. Tu vois, c'est évident, je veux dire, l'histoire. Même le Midrash, il dit que même une fois que la femme, elle a dit ça, Potiphar ne croyait pas à sa femme. Il comprenait très bien qu'en fait, c'était sa femme qui avait voulu le violer, etc. Mais qu'il a dû le faire parce que c'était la honte pour lui de dire que voilà, publiquement, tu vois, parce que voilà, mais toute l'histoire, elle dire, tu vois, c'est de comprendre, c'est pourquoi est-ce que Yosef, tu vois, alors qu'il a été si prompt à dire du mal de ses frères, etc., pourquoi est-ce qu'il ferme sa gueule complètement, alors qu'il aurait largement pu dire, et c'est clair qu'il aurait, tu vois, il aurait pu sortir du pétrin. Une autre question, c'est de dire, tu vois, que Rachid te dit qu'en fait, une des raisons pour lesquelles, tu vois, en fait, l'histoire à l'arrivée, c'est parce que tu vois, en fait, il faisait très attention à son aspect, etc. Et qu'il faisait encore, si tu veux, il est excité, il a une part de culpabilité, tu vois. C'est des trucs que normalement on met sur les femmes. Mais tu vois, c'est très bizarre comment est-ce que la Torah ici intervient, encore une fois.
puisque normalement aujourd'hui on dira ah, si jamais une femme elle s'habille super bien, on dit ah, c'est elle qui excite le mec, tu vois. Mais là on te dit dans le Torah le contraire. Yosef il se faisait très beau pour exciter la femme, on lui met une part de culpabilité dans le fait qu'il a excité la femme de Potiphar, ce qui est très intéressant, très rigolo, tu vois, très anti-Bernheim. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais c'est vrai, mais ça veut dire, mais c'est vrai, mais dans l'histoire c'est de dire, on te dit, tu vois, en fait l'idée par derrière, elle veut dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais en fait, tu retrouves dans la même chose, alors que le mec Yosef, c'est un génie. Ça veut dire, tu vois, on voit clairement que c'est un génie. Ça veut dire, Yosef, tout ce qu'il fait, ça marche. Ça veut dire, c'est le mec, tu vois, c'est tout le monde, ils sont là, les autres, tout le monde est là, lui, il est là, quoi. Et l'idée, elle veut dire, tu vois, c'est pourquoi est-ce qu'il fait des conneries pareilles? Ça veut dire, un type normal, tu vois, si c'est arrivé d'un coup, tu vois, dans les sens, c'est pour ça que je vous ai fait les versets, si c'est arrivé d'un coup que la meuf, elle lui a sauté dessus, etc., que lui, elle n'avait pas compris, mais alors tu peux dire, bon, le mec, il n'était pas préparé, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Mais si c'est tous les jours, si c'est tous les jours, tu vois, la première chose que tu fais, c'est ou t'arrêtes de faire le beau, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire t'arrêtes de faire, tu vois, style le mec super beau gosse et tout ça, etc. Number one, number two, c'est tu fais une claim pour sexual harassment et tu vas voir ton boss et tout ça et tu dis attention, machin, tu vois. Ouais. Est-ce que les mots qu'il a dit au Sarmajkim et aux deux types et Seraphim, c'est la continuation de cet acte d'autodestruction? Ouais, moi je crois pas, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y a un revirement, on va voir, c'est pas évident, tu vois, c'est peut-être un peu aussi, peut-être non, mais c'est sûr que bon, ce que je veux dire c'est que pour expliquer, c'est qu'il y a, moi je pense qu'il y a, jusqu'ici il y a un parallèle, il y a une continuation dans le rapport qu'il a en fait avec ses frères et le rapport qu'il a avec Potiphar, c'est une continuation de la même chose. Ça veut dire qu'il a en fait un chemin tracé, il pourrait très facilement réussir, tu vois, il a tout ce qu'il faut pour everything go fine. Et en fait, presque ça veut dire d'une manière presque consciente, il va lui-même, si tu veux, se foutre dans la merde. Et il va pas se foutre dans il va se foutre dans la merde, non seulement ça, mais en excitant les gens à faire le mal contre lui. Ouais, il excite les gens à faire le mal contre lui, tu vois. Et c'est difficile, tu vois, à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, mais on voit que c'est ça le chemin, en fait, de Yosef jusqu'à ce qu'on va dire qu'il arrive en prison. Mais je me permets de réitérer ma question précédente, excusez-moi. Pourquoi est-ce que ces actes-là, on l'appelle tzaddik suite à ces actes-là? Oui, mais parce que l'histoire par derrière, c'est qu'en fait, en faisant ça, je te donne ta réponse, c'est parce que, et je vais expliquer ça après, mais c'est que par ces actes-là, finalement, tu vois que Potiphar, c'était un rachat, et sa femme, a priori, c'était aussi une rachat. Mais elle a eu une fille qui était tzaddiket et qui finalement s'est mariée avec lui. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, il a réussi à sortir il s'est arrivé à sortir en les excitant à faire le mal. Il a sorti le bien de chez eux. Ouais. C'est pas évident, mais ça, non, parce que c'est compliqué, c'est des marloctodes et tout ça, etc. Le sens littéral des versets, c'est que même si jamais. C'est un midrash, mais c'est pas le sens littéral. Le sens littéral, c'est de dire qu'en fait, c'est simplement. Le sens littéral, c'est que c'était la fille de Potiphar à point la ligne, tu vois. Et revenons vers les frères. Qu'est-ce qui est sorti bien des frères? Attends, je sais pas encore. Attends, mais c'est sûr que. Ouais. Par rapport au concept de se rebel against kind of the image. So essentially, the framework that I hear you saying is like, okay, listen, he was born into with a set. This is what you have to live up to. He didn't want to say. He thought that the reality is for him to actually achieve his full potential, he had to break that dynamic, and so create something different. And so, if I have to kind of, and the way he did it is actually to create conflict with others. But then, if I think about kind of like children who have that, usually the experience that I can relate to is more that it's not about creating conflict with others. It's about doing the opposite of their image. So if he's supposed to be the good, the smart one, it's the same idea. You see, that's why he's not doing that. He's the good-looking one, so he's not like putting tattoos all over. But I think because je pense, tu vois que tu réponds, je pense your question, but I think that because you judge it with the value of today's society. It's been like, je pense que tu vois que pour à l'époque tu vois pour la famille de Yaakov, tu vois, si tu veux, c'est comme si si lui ça devait être la suite de Yaakov, il aurait dû avoir une barbe, il aurait dû, tu vois, c'est comme un rabbin, tu vois, etc. Il aurait pas dû, si tu veux, ça veut dire s'arranger ses cheveux, se mettre du maquillage sur les yeux. Et c'est comme faire des piercings aujourd'hui. Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est ceux qui sont très beaux, ils vont se faire des piercings pour pas être nana. Là, c'est la même chose. Mais simplement, à l'époque, si tu veux, dans le système dans lequel il avait vécu, l'idée, c'était de dire que lui, il aurait dû être avec une barbe blanche comme Yaakov et faire le grand juste, etc. Et le fait, Ils interprètent aussi le fait qu'il
qui rapporte sur ses frères plutôt que lui faire la vera? Pourquoi c'est pas lui qui Ouais, je pense parce qu'il ne va pas jusque-là. On voit bien que Jacob et Joseph, tu vois, il ne va pas jusqu'au fait de faire le mal. Tu vois, ça veut dire comme ici avec Potiphar. Ça veut dire qu'il aurait pu avoir des rapports avec elle et c'est terminé. Mais il est pas en rébellion. C'est pour ça, tu as tout à fait raison. Et c'est ça le point. Il n'est pas en rébellion avec la loi. He's not against the law. Il est contre ce que la loi, elle entraîne. Et en fait, si tu veux, dans la Kabbalah, on dit plus, tu vois, qu'il était, pour donner un truc, il voyait une lumière dans la loi que les autres ne voyaient pas. Tu vois, Yosef, il n'est pas en train de dire, voilà, la Torah, c'est des conneries, et maintenant, je vais faire teshuva. Yosef, il est dans la situation de dire, vous regardez la Torah d'une certaine manière, mais vous vous trompez. Vous avez, si tu veux, une manière trop conservative, une manière trop... Vous êtes enfermé dans des images, et en fait, c'est pas ça, la Torah, il y a quelque chose d'autre par derrière. Et la seule manière pour vous de comprendre, ou que même lui, il ne sait pas exactement peut-être où est-ce qu'il va, mais c'est de dire, c'est d'abord, tu vois, c'est de briser l'image. Tu vois, le fait, par exemple, de dire que voilà, c'est comme, tu vois, le fait de faire attention à ces aspects-là, c'est un très bon point, de dire qu'on voit que Yosef, il n'a jamais eu des rapports avec la femme de Potiphar. C'était un mec qui était complètement droit au niveau de sa moralité sexuelle. Alors que d'un autre côté, on voit qu'il faisait attention à ses habits, etc. On a l'impression qu'il essaie d'exciter sexuellement. Donc, c'est pas simplement qu'il s'amuse à tease, mais simplement... il veut toucher quelque chose, ça veut dire, il veut toucher, de dire que voilà, qu'il y a une image et que l'image, elle entraîne quelque chose et que vous vous trompez en fait sur l'image de la personne que vous avez de moi ou que vous auriez dû avoir d'un esclave ou des choses comme ça, tu vois. C'est un petit peu, voilà, c'est sûr que c'est très proche aujourd'hui. Je pense que les femmes, elles peuvent très bien comprendre ça. C'est le rapport en fait que les femmes, elles ont avec leur corps en disant, tu vois, voilà, quand les hommes, ils sont attirés par le corps des femmes, alors les femmes, elles veulent mettre une barrière par rapport à ça. Et il y a toute une difficulté par rapport à ça. Et Yosef, il exprime ça ici. pushing the point of tension? He's doing that in Yeah. every situation. He's creating like the point of eruption. Exactement. He's pushing it to that level. Ouais, mais sans jamais faire la vera, sans jamais transgresser la loi. Yeah, but once you do it, you're complicit. You created the setup for Je sais pas, oui, parce que ce qui ouais, mais Est-ce qu'on doit se poser la question de savoir est-ce que son comportement ou est-ce que c'est un sadique ou pas, peu importe, ça sera la finalité, mais est-ce que la question de son comportement par rapport à notre comportement qu'on doit avoir face à la Torah, est-ce que on étudie les limites de ce comportement je sais pas, tu vois, je pense pas, tu vois, que tout le monde doit être, je sais pas si Yosef c'est un exemple pour tout le monde, tu vois, c'est ça non, l'histoire. mais dans l'amplitude de ses actes par rapport au système dans lequel il a été conçu, dans lequel il a été, sa projection devait aller, est-ce que lui, il est resté dans les limites de ce qui est correct? Oui, il est resté dans les limites, on voit bien qu'il est resté dans les limites, il n'a jamais eu de rapport avec la femme de Potiphar, alors que par exemple, on te met juste ce passage-là de la femme de Potiphar, il met juste après l'histoire de son frère Yehuda, que Yehuda, on va dire, c'était le mec qui était complètement politically correct, tu vois, c'était le mec qui était complètement, tu vois, c'est le contraire de Yosef. Je suis d'accord qu'il n'a pas été dépassé la limite, mais il est quand même mis dans une situation où il était à l'extrême dans cette situation. C'est clair. On ne dit pas que c'est un exemple, on dit pas que c'est un exemple, mais l'histoire, c'est qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche? What he's looking for? He's looking for something, tu vois. Mais il cherche quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que tu essaies de dire que Yosef c'est un tzaddik parce qu'il a secoué le statu quo pour rajouter de la complexité dedans. Ouais, c'est pas que. C'est trouver. En fait, je vais expliquer l'histoire. Le mot peut-être le plus vrai, c'est pas la complexité, c'est trouver plus d'authenticité dans l'histoire. Ça veut dire que, tu vois, si quelqu'un il fait le nicest guy on the campus, tu vois, disons qu'il avait été comme Yehuda, c'est tout un système qui est déjà set up, tu vois, qui est déjà prêt. Donc, tu vois, c'est style, on est dans un système qui marche, etc. Et c'est comme ça. Mais il y a un manque d'authenticité par rapport à la démarche. Tu vois, Yehuda, et le grand but de Yosef, c'est d'arriver à réveiller l'authenticité chez les gens et l'authenticité chez lui-même. Et il est lui-même à la recherche de cette authenticité à travers toutes ces pérégrinations. Parce qu'il se cherche lui-même, en fait, par tout ça. Mais il ne pouvait pas faire ça d'une manière plus, je ne sais pas, en élevant tout le monde spirituellement. C'est d'ailleurs ce qui se passe de nos jours dans les communautés qui sont bien et choses. On essaie d'élever tout le monde spirituellement. On ne leur dit pas vendez-vous les uns des autres en esclaves pour pouvoir. Non, mais tout ça c'est vrai, mais ça veut dire, je veux un exemple tu vois, actuel, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu veux l'idée aujourd'hui, tu vois, dans le monde religieux, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire voilà, on te met dans un environnement où tu as le moins d'épreuves possible. Et comme ça, tu vas t'élever, tu vas t'es moins exposé au mal, et donc automatiquement, tu vas grandir bien, tes enfants vont grandir bien, et tout ira bien. Mais c'est clair qu'au fond, c'est ce que Rav Posner, il a dit, tu vois, quand Rav Posner, on lui parlait de la génération actuelle par rapport à la génération d'avant, il dit, c'est sûr que notre génération, quand il parle des religieux, elle est meilleure que celle d'avant, puisqu'il y a plus de religieux, etc. Si tu veux, avant la guerre, parmi les familles de Rashi Yeshiva, tu vois, il y avait 1 sur 6 qui sortaient religieux, de toutes les familles,
Mais ce qu'il dit, c'est que ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont incapables de tenir une épreuve. Tu vois, c'est ça l'histoire, C'est ça veut encore dire. la même idée que Ça veut dire- précédemment. Que comme on prémâche tout à tout le Voilà, monde. c'est moins authentique. Tu vois, Yosef, c'est celui qui va amener l'authenticité. On ne te dit pas que c'est un exemple pour tous, mais on te dit, en fait, si tu veux, voilà, c'est un attribut. Ces gens-là, si tu veux, ils naissent comme ça, si tu veux, voilà, pour la ligne. Si tu veux, Yaakov, il était comme ça, Yosef, il était comme ça, on te dit Yehuda, il n'était pas comme ça, on ne te dit pas que tout le monde doit être Yosef, ni rien, mais ça veut dire que c'est clair qu'il y en a des comme ça. Ça veut dire, et c'est clair aussi que c'est un chemin, voilà. Et que c'est un chemin, c'est pas le chemin simple, c'est pas le chemin de la facilité, tu vois. Et qu'est-ce qu'il a apporté en fait? Ah non, Parce je qu'à la peux fin, finir. tout le monde est parti en Égypte. Ah non, alors c'est pas fini, c'est pas fini. Tu vois, attention, ouais. Conversation plus souvent, moi je suis d'accord avec Philippe 100%, que pourquoi est-ce que toujours il faut aller, il faut pas rester simplement rester dans la médiocrité, prendre refuge dans la médiocrité, au lieu d'aller dans la complexité et le bien, le mal, le bien. C'est une question d'authenticité, c'est pas une question c'est pas une question, d'abord c'est pas un truc que tu peux fight, tu vois ce que je pense, tu vois, à mon avis, c'est que voilà, c'est que Yosef c'était Yosef, et même s'il avait fait attention de dire je vais être Yehuda, si tu veux, je vais être dans les règles et ça, it will never happen. Et c'est pour ça que c'était le fils de Yaakov, c'est pour ça que c'est la suite de Yaakov. C'est si jamais, par exemple, Yehuda, il était beaucoup plus, tu vois, dans les rails, mais ça pouvait pas être parce que Yaakov, c'était pas un mec qui avait du facile, tu vois, à partir du moment où lui, il était dans les patriarches, dans la lignée des patriarches, les patriarches, c'était pas des gens, c'est des pères fondateurs. En tant que fondateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui suivaient pas un chemin qui était déjà tracé. Est-ce qu'on peut dire qu'il sentait qu'il avait un potentiel, qu'il savait qu'en allant dans ce chemin-là, il n'allait pas être au... C'est sûr, exactement. C'est sûr qu'il se cherche, il ne se satisfait pas de ce fait-là. J'avais entendu quelque chose d'un rave, je ne sais plus qui, c'est pas pour le côté du tout, mais c'était un peu le même concept, et il disait pourquoi on payait cher les David Mismor, la prière de la Parnassa qui pouvait rechercher. Et il disait qu'à l'intérieur de cette prière, il y a eu un concept qui montre que quand on sort de son environnement, quand on sort d'un système comme ça, exactement comme vous êtes en train de décrire, on va arriver à traverser la montagne. Et c'est celui-là qui va être successful. On peut aussi se planter, tu vois, mais c'est pas, non, c'est pas évident, mais c'est possible, tu vois, c'est un chemin. En tout cas, c'est le truc de Yosef, mais tu vois, après, ouais. Dernière question. Ouais. Et il n'y a pas le niveau il n'y a pas l'idée qu'il faut d'abord dominer le système dans lequel on est avant de pouvoir le remuer. Tu vois, on voit que le Yosef le dominait clairement. Ouais, il n'a pas remué de l'intérieur. Ça veut dire, tu vois, le chemin, c'est que lui-même, si tu veux, l'histoire elle est comme ça. Si jamais Yosef, on va dire qu'il avait, on va dire, il avait un esprit critique en disant, voilà, je sais qu'est-ce qui est wrong dans le système dans lequel on est. Et il va parler aux enfants, à ses frères, en disant, voilà, on fait ça. Trust me, I'm more clever than everybody. De toute façon, je suis plus joli, je suis plus intelligent, je suis le meilleur. Bon, tout le monde m'adore, très bien. Et I will tell you exactly what's wrong. That is wrong. We have to do that, so. Ça aurait été le chemin normal. Mais le problème, il est pourquoi Yosef, en fait, il dit pas ça, il marche pas comme ça, c'est parce que Yosef, il sait pas lui-même où est-ce qu'il va. C'est ça le truc. C'est que quand tu... Contrairement à Moshe, exactement. C'est contrairement à Moshe. Moshe, c'est comme ça. Moshe, c'est un nice guy qui reçoit la loi, il va la donner à tout le monde, il explique, tout le monde sait très bien qu'est-ce qui se passe. Everybody knows from... Ok, il y a toutes les conneries, elles viennent des autres, pas de lui. Et everybody is fine. Tu vois. Mais Yosef, il n'est pas comme Moshe dans le sens, c'est vrai, et c'est pour ça que le Zohar a dit que Yosef était un niveau inférieur de Moshe, d'une certaine manière. C'est parce que, tu vois, lui, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il don't know where he is. Pas montré non plus, c'est ça, je suis toujours un peu opposé à César. Ouais, peut-être, exactement. Ouais, c'est possible, c'est une force opposée. C'est-à-dire, tu vas comparer, mais l'idée, c'est vrai que contrairement à Moshe, lui, il ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est pour ça que je veux dire qu'il est à la découverte de lui-même. Ça veut dire, c'est que lui-même, il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Mais il sait qu'il doit écrire l'histoire quelque part. Voilà, exactement. Et il voit aussi qu'il a sa colonne vertébrale qui... Voilà, exactement. Tu vois bien qu'il a une grande droiture, tu vois. Ça veut dire, il n'a pas été Nirchal, etc. Donc ça veut dire il sait exactement. C'est ça, il y a une grande droiture en lui, mais d'une certaine manière, il y a une grande fragilité aussi. Ça veut dire qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il ne sait pas où ça va aller, il ne sait pas où est-ce qu'il va, il n'est pas en train d'aller là. C'est intéressant de dire qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va parce que c'est lui qui interprète les rêves. Ici, le but final, c'est pas qu'il ne sait pas où il va, c'est pas le chemin. Il ne sait pas exactement le chemin, comment est-ce qu'il va y aller, qu'est-ce qui va se passer exactement. C'est comme l'histoire des rêves, c'est exactement ça. C'est un type, il a un rêve, il a une prémonition. Il sait qu'il a un futur, il sait qu'il a ça, mais il ne sait pas ni comment ça va se passer, ni comment ça va arriver, ni exactement. Et il voit au coup par coup, tu vois. Il est. Just everything is going this way, tu vois. Mais il n'y a qu'une fois qu'il est en prison qu'il va commencer à prendre des décisions, en fait. Voilà, c'est ça. Alors si tu vois. Pourquoi le bilan de ce qu'il a fait, il est positif?
je vais expliquer 2 secondes. Là, je finis, j'avance le cours parce que tu vois, c'est. Mais voilà, l'histoire, c'est, tu vois, c'est vrai que là où est-ce que tu vois, pour répondre à une des questions de William, c'est de savoir, tu vois, en fait, quand est-ce que c'est le turning point? Quand est-ce que Yosef, en réalité, il change de comportement, il arrête d'être autodestructif? Sur ça, on peut dire, en fait, deux points de vue. Ou bien, ça serait au moment où est-ce qu'il va en prison, où tu vois, où le mec, il est retourné, et si tu veux, où là, on va dire, il se découvre lui-même, etc., blablabla, ou etc. Ou bien, mais plutôt, moi j'ai plus l'impression, enfin les Midrashim aussi ils ont plus dans ce sens-là, que c'est plutôt quand il se retrouve face à Pharaon. Parce que quand il se retrouve à Pharaon, j'ai pas ramené les textes ici parce que moi j'avais pas le temps de les photocopier, etc. Bref, les situations, vu la pizza qui arrive trop tôt, etc. Mais ça veut dire, pour dire en 2 mots, c'est que quand on voit, tu vois, là où est-ce qu'il y a un turning point très net, moi, de toute façon on peut faire dans les mots, mais ça va, de toute façon, c'est que en fait, là où est-ce qu'il y a un turning point, c'est que quand il parle avec Pharaon, et là tu vois, Yosef, il est complètement, tu vois, on top of the game. Ça veut dire, il dit voilà, non seulement il lui donne un plan, mais si tu veux, il se propose en filigrane comme étant celui qui va accomplir le plan. Tu vois, il se livre cash. Pour une fois, on voit Yosef, il arrête d'être autodestructrice. Tu vois, il va pas commencer à dire toi, Pharaon, t'es un sale con, tu m'as foutu en tôle, tu vas te faire finir à neuf et tout ça, etc. Non, tu vois, non, il parle normalement. Tout d'un coup, après tout ça, après, tu vois, pour l'instant, il dit, pour une fois, il dit ce qu'il pense. Tu vois, Elohim vient d'être chez l'homme paro, c'est Dieu qui dit tout. Et il les cache. Il les cache. Et moi, je ne pense pas, alors que tu vois, quand il fait encore l'interprétation des 2 autres personnes, c'est pas du tout évident qu'il est encore lui-même. Comme, En utilisant les termes, et je voulais comme question, il got an IQ, EQ, il got an emotional quotient. Ouais, c'est ce que tu veux dire par là, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est clair. Ah ouais, ça veut dire. Right, il y a 2 divers. There's like a diverging opinion. There's intellectual quotient and emotional quotient. So how you interact with people, how you see what the response is going to be. Yeah. Before he was oblivious to it. Yeah. And all of a sudden, in this case, he's no longer oblivious to it. Exactly. And even more for me, later when he's dealing with his brothers, he's even more completely focused. Exactly, that. to play that. Exactly. Et c'est exactement ça. Il y a un turning point à ce moment-là. Exactement. Et la question est de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ce turning point? Ça veut dire il est aware, ça veut dire il voit comment les gens ils vont réagir, si tu veux, il est ouvert à la réaction des autres. Jusqu'à maintenant, tu vois, il faisait un système comme quoi, tu vois, moi je pense, tu vois, qu'il faisait pas comme si, il excite par exemple une meuf, tu vois, etc. Et après ça, il s'étonne qu'elle veut le violer. C'est pas ça l'histoire. Tu vois, non, mais c'est un exemple parmi les autres. Tu vois, il excite ses frères, après il s'étonne qu'il va le tuer. Mais c'est pas qu'il est oblivious of that, c'est que tu vois, moi à mon avis, il fait ça exprès. Tu vois, ça veut dire il fait ça exprès. D'une certaine manière exprès parce qu'il veut entrer, parce qu'il se cherche lui-même d'une certaine manière. Et il peut se trouver quoi à travers les conflits. Parce qu'en fait, c'est un super bon manager, mais c'est pas un entrepreneur. Bon, je sais pas, ça, non, tu vois, je sais pas, je suis pas dans le business, je sais pas, là c'est déjà trop business pour moi. Ouais. Avec les frères et sœurs. C'est pas évident, c'est pour ça que ça c'est discutable, c'est discutable. Mais c'est vrai que dans les Midrashim, on dit, tu vois, que quand il a dit tu vois, au type là-bas, il n'est pas vraiment. On dit qu'il a fait une erreur en disant tu te souviendras de moi. Il aurait mieux fait de fermer sa bouche parce que quand il dit ça, en fait, il se met dans une situation d'infériorité. Il y en a qui pensent que là encore, il y avait une grosse erreur. Mais moi, ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est difficile. Soit on peut dire que c'est la prison, que finalement il s'est trouvé en prison, après 2 ans de prison, si tu veux, parce qu'il était à la recherche de savoir qu'est-ce qu'il était quand il n'était pas en réaction avec les autres. Mais moi, je pense plutôt que c'est avec Pharaon, et tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, Pharaon, c'est la première personne qui va lui parler, et qu'il n'en a rien à foutre de lui. Si tu veux, je vais expliquer. Jusqu'à maintenant, tu vois, les frères, c'était où le king, tu vois, le frère normalement, c'est le plus intelligent, le plus beau, le successeur, donc tout le monde, ils ont un rapport biaisé avec lui. C'est comme si un mec qui a plein de fric, ou un mec qui est super beau, etc. Il aime pour son argent, pour sa richesse, pour son intelligence, etc. Ils ont un rapport biaisé. Même, tu vois, Potiphar, c'est un rapport biaisé. Tu vois, exactement. King Pharaon, il n'en a rien à foutre. Tu vois, une fois qu'il a interprété son rêve, il peut le tuer le lendemain, il n'en a rien à foutre. C'est terminé, tu vois. Il a perdu sa position de. Voilà, pour une fois, c'est-à-dire, quand il est en face de quelqu'un qui est complètement, on va dire, tu vois, qui est complètement indépendant, là, il peut se retrouver lui-même, d'une certaine manière, parce qu'il voit que King Pharaoh, c'est la première fois qu'il est en face d'un type qu'il n'y a pas d'enjeu, si tu veux, émotionnel avec lui. Donc, tu vois, donc c'est pour ça qu'il les cache, et que tu vois, et qu'il devient aware of that. Parce que si tu veux, d'une certaine manière, il s'est trouvé, on va dire, d'une certaine manière. Il s'est trouvé Yosef lui-même, à partir de là, il va continuer à, si tu veux, à assumer en fait qui il est, comme tu dis, ne plus à être. Voilà, il n'a pas trouvé son maître, il a trouvé une façon d'exister. Mais c'est difficile. Il a trouvé quelqu'un, en fait, tu vois, qui est comme, on va dire,
C'est difficile à dire, mais un peu comme lui. Ça veut dire dans le sens où quelqu'un, ce que lui il rêve d'être, c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre des autres. Mais tu vois, ça veut dire cette fois-ci quelqu'un qui n'a rien à foutre des autres, sans en avoir pour autant, tu vas être en une situation opposée avec les autres. Tu vois, mais dans une situation où voilà, I am who I am, and that's the way it is, and we deal with that. Là non plus, tu vois, de I am who I am, donc je fais chez tout le monde parce que je dois me trouver qui je suis, tu vois. Il y a ici un turning point. Aussi, j'ai ramené. Ouais, Je m'excuse, j'ai pas suivi. Je peux. ouais, vas-y. Mais c'est exactement la situation dans laquelle il était dans le début. Non, parce que tu vois, jusqu'au maintenant, au début, tu vois, il était pas en train de, il était à la recherche de lui-même, si tu veux. Là, on va dire, si tu veux, là, il s'est trouvé lui-même. Je vais expliquer pour dire en 2 mots, de toute manière, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu vrai, mais ça veut dire, même quelqu'un qui, on va dire, qui cherche à fuir son identité, c'est en soi une identité. Ça veut dire, tu vois, un mec qui veut se mettre, tu vois, qui veut se dire, voilà, moi je suis contre un système, tu vois, il faut accepter l'idée même de dire, voilà, je suis un mec qui est contre le système. Avec Pharaon, tu vois, il peut se dire, voilà, je suis quelqu'un qui est anti-système ou qui échappe aux identités. Il s'identifie à cette identité-là. Que jusqu'à maintenant, il n'était pas prêt à assumer ça. Il ne savait pas lui-même qu'est-ce qu'il était. Même au point de savoir qu'il était celui qui va aller contre les identifications. Et il a fallu qu'il se retrouve en face de Pharaon pour comprendre, tu vois, pour assumer cette histoire-là. De dire, Mais ça suppose que c'était pas planifié, ces actes de début avec le frère. Comme je dis, c'était pas planifié dans le sens où c'est comme un rêve. Quand quelqu'un il a une prémonition, il sait que quelque chose va arriver, mais il sait pas comment, il sait pas quoi. Donc c'est planifié, mais c'est planifié, tu vois, au hasard. C'est planifié au coup par coup, tu vois. Donc, mais tu viens de dire que l'acte des rêves, le fait de divulguer était réfléchi. Je sais réfléchi, parce qu'il voulait enfin une situation difficile, parce qu'il savait qu'il avait un futur et que ce futur, c'était pas d'être, tu vois, dans cette situation-là, le roi comme Yehuda, que tout le monde est là pour me lécher les pieds, moi je suis le meilleur, et voilà. Il savait que c'était pas ça, mais il savait pas c'était quoi. Donc il voulait se mettre en opposition, mais il ne savait pas que ça faisait partie Il savait qu'il y avait un truc, something, tu vois, comme something was missing from the show, but he don't know what exactly. He has to try, so, il agit au feeling, parce qu'il sait pas exactement, tu vois, où ça va amener. Tu vois, il a un feeling de quelque chose qui va se passer, mais il ne sait pas comment ça va se développer, ni à quoi ça va arriver. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est face à Pharaon qu'il arrive à ça. Alors, je voulais simplement donner, tu vois, un truc qui est intéressant, et pour finir l'histoire, parce que bon, l'histoire c'est comme ça, c'est que il y a une question, il y a un midrash qui est ramené dans Rashi que les gens ne connaissent pas, et qui est très intéressant, qui est très important. C'est qu'en fait, Joseph, à la fin, il a converti tous les Égyptiens au judaïsme. Je ne sais pas si vous savez ce midrash-là. C'est ramené dans Rashi, hein, c'est même pas un ridouche, tu vois, comme ça, machin. Et entre temps, tu vois, ici, j'ai ramené Rashi qui dit, c'est pour ça qu'on dit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était un peuple à l'intérieur d'un peuple. Parce que tous les Égyptiens, ils avaient fait la Brit Mila, et si tu veux, à l'époque de Yosef, tous les Égyptiens s'étaient convertis au judaïsme. Et c'est Rashi, c'est pas moi, et c'est un midrash qui dit ça, et c'est un Zohar, c'est tout ce que tu veux. Quand tu dis tous. Tout, ça veut dire que si tu veux, en fait, bon, j'ai expliqué des secondes ce qui s'est passé, mais avant d'arriver, de toute façon, avant ça, ici, j'ai ramené simplement le Rashi qui dit que Yosef, il avait arrêté d'avoir des rapports avec sa femme pendant les années de famine parce qu'il compatissait avec le peuple égyptien, même avec la famine dans l'humanité. De là, on dérive une loi que quand c'est la famine, il ne faut pas avoir des rapports avec sa femme, il ne faut pas avoir des enfants. Mais simplement, c'est pour montrer, en fait, c'était pour montrer à quel point Yosef, il s'est retourné, en fait, dans la sauf si tu n'as pas eu d'enfants encore, mais si tu as déjà des enfants, tu n'as plus le droit d'en avoir. Une chose, tu vois, bref, peu importe, tu vois, mais c'était vraiment pour montrer comment est-ce que Yosef, il s'est renversé du moment où est-ce qu'on voit qu'il était comme on a l'impression qu'il n'est pas aware of the other et qu'il est très, en fait, égoïste. En fait, on voit qu'au contraire, tu vois, il est complètement ouvert maintenant sur la douleur même des individus en général, tu vois. Mais après ça, tu vois, ce que je veux rentrer dans cette histoire, c'est j'arrive vers cette histoire-là. Donc, tu vois, donc je dis à marqué un Rashi, c'est Rashi qui le dit, tu vois, c'est quand ça arrivait à la fin, donc tout le pays d'Égypte était affamé parce que les réserves qu'ils avaient accumulées, hormis celles réunies sous l'autorité de Yosef, étaient gâtées. Ça veut dire en fait que Yosef, il avait averti à tout le monde qu'il allait avoir la famine. Tout le monde avait en fait gardé du grain, etc. Mais tout avait pourri, sauf ce que Joseph, il avait gardé pour Pharaon. D'accord ? Après ça, on dit que Yosef, il leur dit, finalement, Rashi dit que, tu vois, marqué Pharaon, il dit, faites ce que Yosef, il vous dit, vous devez l'écouter. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Rashi dit, ce qu'il vous dira, vous le ferez. Yosef leur disait de se faire circoncire. Il se présentait alors devant Pharaon et lui disait, voilà ce que nous a dit Yosef. Pharaon leur répondait, mais pourquoi n'avez-vous pas amassé des réserves de grains ? Il avait pourtant fait proclamer que les années de famine allaient venir. Il lui disait alors, nous avons effectivement accumulé des réserves, mais elles sont gâtées. D'où l'ordre de Pharaon, s'il en est ainsi, ce qu'il vous dira, vous le ferez. Et donc finalement, ils sont tous circoncis. Le Gemara a dit, les Midrashim, ils sont tous circoncis, ils ont tous fait la Brit Mila, ils sont tous convertis au judaïsme. Et sinon, ils n'avaient pas de quoi manger. Ça veut dire, Yosef, il les a convertis tous les Égyptiens de force en disant, si vous voulez manger, vous vous convertissez au judaïsme. Vous faites la Mila et vous convertissez au judaïsme. Point à la ligne.
Alors, c'est lui qui a donné la conservation. Pourquoi les Égyptiens se sont convertis au judaïsme? Ça, ce qui est super rigolo, c'est la suite de Rachid du Midrash. C'est lui qui a donné les ordres quant à la conservation du grain. Il s'est gâté. S'il décrétait que nous devions mourir, on va mourir. Ça veut dire que les Égyptiens ils croyaient que Yosef il avait des forces surnaturelles, que comme en fait tu vois tout leur grain eux il avait pourri et le grain de Yosef il n'avait pas pourri. Donc ils se disent en fait c'est lui qui l'a fait pourrir, comme eux ils croyaient à la magie. Donc il est surnaturel, il a des forces surhumaines. Donc s'il veut nous tuer, il va nous tuer. Donc lui il nous dit de circoncire, on se circoncis. Et tu vois, et ça c'est marqué. Et tu vois, la Gemara dit, c'est pour ça le verset il dit à la fin, quand Yosef finalement il a marqué à la fin les Égyptiens disent à Yosef, il nous dit tu nous as fait revivre par tes paroles. Tu nous as fait vivre par tes paroles. Et le mot il est marqué Echietanu avec un He, le Midrash il dit, le Zohar aussi le dit, tout le monde le dit, qu'il leur dit tu nous as fait vivre et dans ce monde-là et dans le monde futur. Que tous les Égyptiens qui étaient à l'époque de Yosef, ils ont eu le monde futur, parce qu'ils ont tous fait la Brit Mila, ils sont tous convertis au judaïsme, même pour pouvoir manger. Et parce qu'ils avaient peur de Yosef qui les tue. Et tu vois, et c'est un truc débile, parce que pourquoi? Parce que si tu par exemple, ce qu'il y a à mettre en opposition à ça, moi c'est pour ça que je vous ai ramené ici la Gemara d'ici, c'est avec l'histoire de Shrem. Par exemple, tu vois, il y a une autre histoire qui est juste avant. On voit les frères de Yosef, que finalement, si tu veux, ils étaient à côté d'une ville où ils avaient violé la sœur de Yosef, la sœur de Dina. Et là-bas, si tu veux, en fait, après qu'il y a eu le viol, si tu veux, la famille, etc., et la ville en général, ils se sont dit, on va se convertir. Tu vois, on est prêt à faire la Brit Mila et à faire un mariage arrangé, puisque Dina, en fait, elle était amoureuse, en fait, de ce type-là. Elle était tombée amoureuse de lui. Donc, elle voulait plus divorcer, elle voulait plus sortir de lui, bien qu'au début, il avait violé, etc., mais à la fin, il l'a mobiné. Tu vois, il y en a qui arrivent. Tu vois, ah ouais, tu vois, mais bon, c'est ce qui a marqué dans la Torah, c'est-à-dire que quand ses frères sont venus la chercher, il ne voulait pas partir. Enfin bref, tu vois, ouais, tu vois, mais bon, mais l'histoire c'est que la famille aussi, tu vois, ils étaient gentils, ils étaient cash, ils ont dit, c'est vrai, en fait ce qu'il a fait, notre fils, c'était vraiment une connerie, tout ça, etc. Mais maintenant on va arranger la chose, tu vois, on va faire la Brit Mila, on va tous se convertir au judaïsme et on va faire un seul peuple, tu vois. Et les frères de Dina, évidemment, donc eux, ils ont attendu le 3e jour, c'est quoi cette histoire? Ils ont tué toute la ville, Shimon et Lévi. Mais quand tu regardes, en fait, tu vois, c'est ce que la Gemara dans Sota, elle dit qu'en fait, si tu veux, Shimon et Lévi, sur ce cas-là, ils n'avaient pas tort, parce qu'en fait, tu vois, parce que les mecs de Shrem, ils n'étaient pas prêts à se convertir pour la bonne intention, tu vois, si tu regardes, la Gemara, elle parle là-bas de faire, tu vois, les mitzvot, c'est une Gemara un petit peu difficile. Donc ils n'ont pas attendu qu'ils soient, enfin, et pourquoi ils ont attendu qu'ils soient convertis pour les tuer? Non, pas quoi, ils ont attendu parce qu'ils n'auraient pas pu les tuer, donc ils ont attendu qu'en fait, ils se fassent la Mila, comme ça, ils étaient affaiblis le 3e jour, et donc ils ont pu les tuer sans prendre trop de risques, quoi. Et en plus, tu vois, donc ils ont fait une attaque surprise. Il y a un rapport entre l'acte qu'ils ont fait et d'attendre le fait qu'ils soient... Non, ce qu'ils attendaient, c'est que les types, ils aient mal. Fatigué. Ils soient fatigués, parce que... Ils auraient fait quand même. A priori, tu vois, c'est ce qu'on a l'impression. Tu vois, dans le texte, on a l'impression, tu vois. Ouais, a priori, tu vois, c'est difficile, tu vois. Alors, c'est pour ça, la Gemara veut dire que non. Tu vois, la Gemara veut dire que non. C'est pour ça que c'est aussi... Ah, regarde, tu vois, si tu veux, si on peut regarder, si tu veux, on peut regarder, si tu veux, si on regarde, tu vois, la Gemara, mais on essaie de faire vite fait, tu vois, la Gemara, il faut lire à partir de la deuxième, c'est en anglais cette fois-ci. Je vois, voilà, donc on a la volonté à... Ah, c'est pas le texte, bon, tiens, voilà. Tu vois, il faut lire, tu vois, The Rabbi taught in a right time. Ouais. À gauche, au milieu. Tu vois, moi, si tu veux, tu peux sauter même la variété. Mais bon, c'est comme tu veux. Vas-y, lis-le. Tu vas pas comprendre vraiment ce que ça veut dire au début. Pour dire simplement. La colonne de gauche au milieu. Ouais, Tanwa Ben, The Rabbi taught in a right time. Yeah. The rabbi taught in a brisa. There are 7 types of insincere ascetics. Le Shechemite ascétique. A Shechemite ascetic, a knocking ascetic, a bloodletting ascetic, a pestle ascetic, a what is my obligation and I will do it ascetic, an ascetic out of love of reward, an ascetic out of fear of punishment. Vous avez que la Gemara veut dire parce que c'est une braïta qui se moque. Ascétique, c'est les mecs qui sont super religieux. Ça veut dire la Gemara, il y a une Mishnah. Ah non, c'est péjoratif. Ça veut dire il y a une Mishnah qui se moque des mecs qui sont super religieux. C'est pas celle-là. Là, je vous ai enlevé la plus belle partie, tu vois. Mais là, tu vois, donc la braïta ici, elle donne des exemples, tu vois, de ceux qui sont super religieux. Donc elle dit, tu vois,
Alors, tu vois, tu vois là, mais bref, moi ce qui m'intéresse, c'est simplement la phrase de celui qui fait mais c'est pour dire à quel point la Gemara, elle compte ça tellement négativement, tu vois. Ouais, c'est un mec qui fait semblant d'être religieux, ou qui est religieux, mais qui est complètement cinglé quand il est. C'est trop religieux, grosso modo. C'est ce que ça veut dire. Elle va donner des exemples, tu vois. The Gemara explains the four-person ascetics listed by the Mirza. Shemite ascetic. This is the one who acts in the manner of ascetic, who circumcised himself for ulterior motives. Donc ceux-là, ils sont négatifs parce que tu vois, donc ils se sont convertis pour des multiples, tu vois. Et tu vois qu'il y a des points pour se marier, tu vois ce que je veux dire. Et bon, évidemment, vous comprenez, moi, ma question que je vais demander, c'est comment est-ce qu'on peut dire que la conversion des gens de Shechem, elle a été vue comme négative, alors que les Égyptiens qui se sont convertis parce qu'ils croyaient que Yosef, il avait des pouvoirs surnaturels, rien que parce qu'ils pouvaient, parce que sinon ils allaient crever de faim, on dit non, c'est très bien. Ils ont la maba. C'est super difficile, tu vois, de voir comment ça marche, tu vois. Ah ouais, mais on peut continuer rien que pour la suite, tu vois, la variété, tu vois, Stam, quoi. This is one who knocks his feet against stones as he walks in a display of false humility. Voilà, tu vois. Bloodletting ascetic, Rav Nachman Babitzak said, this is one who lets blood against the walls with which he collides because he pretends to walk piously with his eyes closed. Parce qu'il veut pas voir les femmes, il veut pas voir ce qui se passe dans la rue, alors il ferme les yeux et alors il se cogne sur les murs. This is one who is bent like a Tesla when he walks. Parce que là aussi, c'est parce que soit il peut rien voir, donc il fait comme ça, ou alors, tu vois, ou alors c'est parce qu'il veut faire qu'il est modeste. The Gemara discusses the fifth ascetic, mentioned in the Brisa, but what is my obligation and I will do it ascetic. The Gemara asks, but this is a good thing. He's not expert in all the various prohibitions, and the details of the mitzvot, and he is coming to study them. The Gemara answers, rather he says, what further obligation is there for me that I have not done and I will do it, implying that he considers himself perfect in his observance. Et ça, c'est comme ceux qui veulent faire moitié sur la pizza, qui me demandent 10 000 fois est-ce qu'on fait moitié sur la pizza, est-ce qu'on fait moitié sur la pizza. Tu vois. Ah ouais, bon, j'arrête de moquer, mais bon, tu vois. Ah ouais, tu vois. On continue. The Brisa concluded, an ascetic out of love and reward, and an ascetic out of fear of punishment. The Gemara comments, Abayan Rava said to a teacher of Brisa, do not teach in your Brisa an ascetic out of love and reward, and an ascetic out of fear of punishment among the types of ascetics that are criticized. For Rav Yehuda said in the name of Rav, a person should always occupy himself in Torah and study the components of the mitzvah, even not for its own sake, even for ulterior motives. Because from doing so, not for its own sake, one eventually comes to do so for its own sake, out of pure. Je sais pas quoi, love, ou je sais pas quoi, Emouna. J'en sais rien, la dernière fois, parce qu'avec un mot, je l'ai pas sauté. Mais grosso modo, tu vois, ce qui m'intéresse cette histoire-là, bon, à part cette Gemara-là qui est bizarre, mais c'est une Mishnah ailleurs qui est beaucoup plus longue que ça encore. Mais ça veut dire, parce que tu vois, moi, je ne vais pas m'entrer là-dedans, c'est pas le sujet, mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire avec Shrem. C'est parce qu'on te dit, voilà, à la fin, la Gemara te dit, si quelqu'un il fait en fait les mitzvot parce qu'il veut le salaire des mitzvot, c'est pas négatif parce qu'à la fin, il va le faire, le Shem Shamaim, il va le faire pour le bien. C'est l'histoire de la voûte et du caillou, là. Ouais, c'est pas, là-bas, je sais pas ce que tu dis, là-bas, c'est plutôt qu'il peut changer, on peut changer, voilà, grosso modo, on change petit à petit, un truc comme ça. Mais c'est-à-dire que tu vois, il faut bien commencer quelque part, quoi, grosso modo. Donc en fait, tu vois, on te dit, même si tu fais au début les mitzvot, tu vas aller à un cours de Torah, je sais pas, pour boire du vin ou pour manger de la pizza ou pour je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire, au moins tu le fais, et à la fin, tu vas venir parce que pour étudier la Torah, et tu vas demander, c'est le lishma, pas lishma. Et ce qui est difficile, c'est que toi, ou même pour la peur de Hadashalam, des punitions et tout ça. Mais la difficulté, elle est de dire pourquoi est-ce que les gens de Shechem, ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Si tu veux, la Gemara, elle continue à dire, même si jamais quelqu'un, normalement, il peut faire des mitzvot pour un motif, tu vois, pour un alternate motif, etc. On a dit, les gens de Shechem, ils restent condamnables et ils restent, tu vois, et pourquoi c'était pire? C'est ça la question. Ouais, tu vois. Alors, je vais vous dire un petit histoire. Je ne sais pas exactement c'est quoi la réponse à cette question, mais à mon avis, c'est ça l'idée. Moi, ce que je veux dire, un Toi, il faut vérifier tout ce que je dis et il faut voir si ça marche. Mais l'idée, c'est un truc stam rigolo. C'est qu'en réalité, la question, elle est de savoir, c'est en fait, pourquoi est-ce que les Égyptiens, si on reprend pourquoi est-ce que les Égyptiens, leurs réserves, elles sont pourries. Si on regarde en fait l'histoire, c'est simple. Les Égyptiens, a priori, on a l'impression qu'ils étaient complètement teubés, complètement bêtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Yosef, il a dit en fait à Pharaon de garder le grain, il lui a dit on va construire des villes fortifiées pour garder le grain. Tu vois, selon la tradition que nous on pense que les pyramides, en fait, elles ne servaient pas en fait à garder les corps des pharaons. À la base, elles servaient à garder les grains. Parce que justement, comme les intempéries en Égypte étaient dures, il y avait beaucoup d'humidité, il y avait beaucoup de rodents et tout ce que tu veux, il fallait faire des murs très très épais pour pouvoir garder
C'est pour ça que les Juifs, après, ils ont été esclaves pour construire des villes d'approvisionnement. Ça veut dire, c'était parce que tout le travail d'utiliser les esclaves, c'était qu'il fallait faire des villes qui puissent garder le grain. Là, on voit que tu vois que le gouvernement, il tient le pouvoir parce qu'il garde le grain. Comme maintenant, il garde les banques, il garde l'argent. C'est la même chose. Avant, il gardait le grain parce que c'est les seuls qui pouvaient garder le grain. Les autres, ils ne pouvaient pas garder le grain. Parce que, si tu veux, ils pourrissaient parce que c'était normal. On a l'impression, quand on lit sur la chaîne, les Égyptiens, c'était complètement idiot de croire que c'était Yosef qui l'avait dit, voilà, votre grain, il va pourrir. Parce qu'ils n'étaient pas habitués, eux, en fait, à, comment dire, à stocker. Donc, eux, ils croyaient que c'était normal. Et ils voient que lui, il a stocké, lui, il n'a pas stocké. C'est juste, il a un frigidaire, toi, tu n'as pas de frigidaire, tu vois, grosso modo, quoi. Et c'est complètement idiot. Mais en fait, il y a une autre histoire qu'il faut mettre en perspective, qui est aussi intéressante. Mais ça, encore, il faut regarder tout ça. C'est qu'en fait, il y a une autre manière de garder le grain, qui est simple. C'est si tu prends le grain, tu le mous et tu fais des matzot avec. Si tu fais des matzot, les matzot, si tu veux les garder, ça garde 10 ans, 20 ans, 30 ans, et rien qui leur arrive. Tu vois, et l'idée par derrière, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que les Égyptiens n'ont pas fait des matzot? Et en fait, si tu veux, quand on regarde, tu vois, les Juifs, eux, ils faisaient toujours des matzot. C'est-à-dire, tous ceux qui habitaient en Canaan et tout ça, etc., ils mangeaient des matzot. C'était ça leur pain quotidien. Mais qui disent que tu vois que les pizzas, ça vient justement des matzot, que les Romains, quand ils sont venus faire le siège de Jérusalem, et c'est là où ils ont inventé les pizzas. C'est une tradition comme ça. Et tu vois, parce que c'est les Romains, ils sont venus faire le siège de Jérusalem et ils ont vu les Juifs venir. Quoi? Peu importe, c'est pour ça, c'est une marloquedote, tu vois, c'est des grands. C'est pas important si c'est pas vrai. Mais l'histoire par derrière, elle n'est pas là. L'histoire, elle est comme. En fait, pourquoi est-ce que les Égyptiens n'ont pas fait de matzot, on va dire? C'est une question bête. C'est une question stam technique. Mais l'idée par derrière, c'est qu'on voit, si tu regardes dans les archéologies, ça s'est vérifié, c'est que les Égyptiens, à la base, à cette époque-là, c'était les seuls qui mangeaient du pain. C'est-à-dire c'était les seuls qui avaient compris comment faire fermenter le pain et comment le garder un peu. Si tu veux, dans toute la société autour, ça veut dire parce que justement le Nil, c'était un fleuve qui est très régulier, et donc il y avait toujours de l'eau, donc il n'y avait pas besoin de beaucoup de stockage, ni rien du tout. Donc ils avaient développé une manière de faire le pain, et donc ils avaient gardé, donc ils avaient appris à faire le pain, ils faisaient le pain. Et alors que dans les autres pays qui étaient ailleurs, tu vois, si tu veux, ils faisaient les matzot, etc. En fait, les Égyptiens, quand Yosef il leur a en fait annoncé que ça allait avoir la famine, ils auraient dû simplement se mettre au matzot, si tu veux. Voilà. Ouais, t'as compris l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se faisait, c'est que les Égyptiens, tu vois, pour eux, c'était style, tu vois, c'est comme si tu vois, t'es habitué. C'est pas que t'es habitué au pain, tu vas manger de la matzah, mais l'idée par derrière, elle est de dire, tu vois, on va abandonner notre culture. Si tu veux, la spécificité des Égyptiens, c'était qu'ils savaient faire du pain. C'était comme tu dis aujourd'hui la baguette en France. Si tu veux, voilà, les Égyptiens, c'était leur spécificité, c'était leur truc. Et ils ne pouvaient pas abandonner l'idée qu'en fait, ils allaient arrêter de faire leur pain. Et donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, ils se sont retrouvés à côté d'une situation bloquée, tu vois, à l'époque de la famine, etc. Et ils ont préféré croire en réalité qu'il y avait quelque chose en fait de surnaturel qui faisait que Yosef il avait des forces naturelles, etc. Et de tout se convertir au judaïsme, mais ne pas abandonner en fait l'idée de leur identité nationale, si tu veux. Alors que tu vois, les types de Shrem, c'est le contraire. Les types de Shrem, c'est les mecs, tu vois, c'est les Américains, quoi. C'est les mecs, tu vois, tant qu'on peut faire du business, on est content, on s'en fout, tu vois. Vous voulez être juif, on est juif, tu vois. Vous voulez être goy, on est goy, on s'en fout. Si tu veux, le type, il avait violé une fille. Maintenant, il ne sait pas comment sortir de cette histoire et tout ça. Il dit, bon, on va tous se convertir au judaïsme. Et quand tu regardes ce qu'il leur dit, il leur dit, on va faire du business ensemble, on va se marier ensemble, on va truquer, tout le monde va être content. Et en fait, là, si tu veux, il n'y a jamais de la émouna. Ça veut dire, c'est un niveau supérieur déjà de croire que Yosef, il a des forces surnaturelles, etc. Et qu'il y a quelque chose qui a la émouna en quelque chose. Alors qu'en fait, les types de Shrem, comme ils n'ont aucune identité, si tu veux, ils ont la émouna dans rien du tout. Ça veut dire, pour eux, on fait. Et c'est pour ça que la Gemara, si tu veux, elle les condamne. Mais moi, ce que je voulais dire avec ça, c'est comme ça. C'est qu'en fait, l'idée que ça nous montre, c'est ça. Moi, je pense que c'est un des messages de Yosef. Ça veut dire que, en fait, c'est vrai que les identités. C'est-à-dire, Yosef, toute son histoire, c'est pas contre l'identité, contre les images qu'on met aux gens et qu'on se met à soi-même. Et en fait, c'est parce que tu vois, les identités et les images qu'on met sur les gens, en fait, c'est des limites. Mais d'une certaine manière, ces limites qu'on met, à un certain moment, elles nous obligent, en fait, elles nous mettent dans des situations bloquées, même si c'est nous-mêmes qu'on se met dans des situations bloquées, et elles nous obligent à avoir la émouna, à avoir la foi. Et ça, c'est ce qu'on retrouve déjà avec Yosef lui-même quand il est en prison, qu'il est obligé d'arriver à la émouna, parce que comme il est dans cette identité de celui qui n'a pas d'identité, à un moment, il a une situation bloquée où il est dans un trou, il est dans la prison, il n'a plus aucun espoir, il ne peut plus avoir que la émouna. Et donc, en fait, si tu veux, il rétablit. Quand vous vous demandez qu'est-ce qu'il a donné aux frères, qu'est-ce qu'on voit ce qui se passe à la fin de l'histoire de Yosef, c'est que Jacob, il donne des brachot à tous les enfants, et à chacun, il lui distribue une identité. Il dit, toi, tu vas être le roi, toi, tu vas être un businessman, toi, tu vas être un mec qui est dans les bateaux, toi, qui va être ça.
Et en fait, a priori, c'est justement ce que Yosef, lui, il s'est battu contre, on va dire, c'était en fait contre l'identité, contre quelque chose, tu vois, un truc figé. Mais en réalité, le rôle de Yosef, c'était de donner à ce que les gens ils arrivent à se dépasser dans cette identité-là. Ça veut dire, comme on voit avec les Égyptiens qui se sont convertis au judaïsme, parce que simplement ils voulaient préserver leur identité, ça veut dire on sait faire du pain, on mange du pain. Automatiquement, si tu veux, et l'idée de Yosef, l'histoire de Yosef, elle est là, elle est de dire qu'un type qui se cherche lui-même et qui va finalement, même, dans l'idée de Yosef, c'est que pourquoi c'est complexe, c'est qu'il y a une identité de celui qui est contre les identités. Mais si tu veux, Yosef, en étant dans ce système-là, il s'est lui-même retrouvé à un moment une situation bloquée, comme les Égyptiens qui n'avaient plus de pain, parce qu'eux, ils ne voulaient pas, si tu veux, aller contre leur identité. Et à ce moment-là, ils ont été obligés d'avoir la Emouna et de se dépasser, de trouver une porte vers l'infini, même à travers leur identité. Donc, pour répondre à la question, tu vois, d'expliquer qu'est-ce qu'il apportait aux frères, c'est qu'il leur a apporté la possibilité de rentrer dans un système où ils avaient chacun leur but, chacun leur rôle, mais où ils n'étaient pas fermés dedans. Il y avait comme une sorte de dépassement possible à l'intérieur. Où, en fait, justement, parce qu'on est dans ce système-là, on le fait coûte que coûte, donc, et qu'on arrive même des fois à des situations bloquées parce qu'on ne peut plus le faire, alors on va quand même essayer de se dépasser, on va avoir la Emouna qu'on peut dépasser ça. Et voilà, ouais, grosso modo. Voilà. Comment ça se fait parce que lui, c'est ses deux fils qui ont pris sa place. Ouais. Comment ça rentre dans le concept de son identité? Ouais, c'est compliqué parce que tu vois, il a inversé aussi entre le premier et le deuxième, tu vois, en mettant les mains comme ça. Donc Jacob, il a mis les mains comme ça. Et c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, Ephraim et Ménaché, c'est quand même difficile. C'est difficile, tu vois. On voit bien, je vais te donner un exemple, tu vois, ça veut dire, c'est une question qui est claire aussi, c'est que tu vois bien l'histoire, c'est que Yosef, tu vois, une fois que Yosef il est mort, l'esclavage il a commencé, on va dire. Alors c'est qu'on demande, mais comment est-ce qu'un mec, tu vois, qui est un roi, qui est un dieu même en Égypte, ça veut dire c'est un dieu, ça veut dire, je sais pas quoi expliquer, quoi. Il n'y en a personne aujourd'hui qui pourrait même être comparé à ça. Comment est-ce que tu expliques que dès qu'il meurt, tout de suite on va mettre ses enfants en esclavage, ou ses petits-enfants en esclavage? Mais l'idée, c'est qu'il aurait pu facilement sécuriser le pouvoir en disant, toi, Ephraim, tu vas être le vice-roi à ma place, ou toi, Ménaché, toi, tu es le ministre de la Justice et tout ça. Il n'a pas fait ça. Donc on voit bien que lui-même, il n'a pas voulu justement donner, encore une fois, il a remis cette situation en Sheikhi. Il a donné des bénédictions et tout ce que tu veux, mais il n'aura pas donné le job. Si tu veux, il n'aura pas dit, voilà, tu vois, voilà, moi je suis vice-roi, je suis Dieu en Égypte, voilà mon fils, il prend ma place. Il just leave it. Il est niftar, et après ça, tu vois, c'est right to buy, quoi. Qu'est-ce que tu peux voir de Yosef, après la mort de Yosef, qui peut être considéré comme une legacy de Yosef? Je pense que l'idée, la legacy de Yosef, je pense, tu vois, c'est qu'il y a cette idée-là, tu vois, que en fait, il faut toujours chercher l'authenticité par derrière, et que même si jamais, en fait, voilà, même si, en fait, ça peut amener dans des situations bloquées à chaque fois. Ça peut arriver dans des situations bloquées, qu'en fait, il ne faut pas avoir peur, en fait, tu vois, de l'épreuve ou du blocage, parce que c'est à ce moment-là où est-ce qu'on peut vraiment se révéler à soi-même. C'est ça le message de Yosef, et qu'il le fait ça de manière, on va dire, presque voulue, quoi, des fois. Et tu vois, alors le problème, c'est de dire que c'est difficile de mettre ça comme une morale pour tout le monde. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a un truc comme ça. Par rapport à la question qu'on a dit que Yosef se considérait comme goy pour en faire Ouais, ok, bon, ça... Ouais, parce que tu veux dire, pourquoi il se considère comme goy? Ok, c'est another story. Je sais pas, ok, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu entrer en séminaire. Je ne sais plus pourquoi j'ai voulu ramener ça ici, là-bas, mais à mon avis, moi, je n'avais pas d'intention d'entrer en séminaire là, tu vois. Non, ils se considèrent comme goy, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu la Torah, tu vois, c'est simple. Ça veut dire que, tu vois, ils disaient combien qu'on a la Brit Mila, etc. C'est pour ça que c'est une autre manière d'envisager aussi la conversion des gens des Égyptiens, comment est-ce qu'ils les a convertis, c'est notre histoire, mais ça veut dire qu'ils se disaient, en fait, on n'est pas, eux, ils ne se considéraient pas lui-même comme juifs parce qu'ils n'avaient pas reçu la Torah. Et regarde, tu vois, et même si on a accepté sur nous des choses, si tu veux, c'est pas vraiment, ça ne change pas notre statut, tu vois. Donc, tu vois, voilà. Ça c'est terrible. Bon, c'est pas lié avec les autres. Peut-être, je sais pas. Quel est le rapport entre le Mashiach et Yosef? Ah, parce que ça, c'est l'histoire, c'est que la différence entre le Mashiach ben David, on dit quand tu as le Mashiach, il y aura le Mashiach ben Yosef, après le Mashiach ben David, c'est parce que le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va faire bouger les choses. Tu comprends? Avant, le Mashiach ben David, c'est le Mashiach qui vient après tout, qui vient stabiliser tout. C'est une fois que Yosef, le Mashiach ben Yosef, il a fait toute cette situation bloquée, toute cette situation en fait où il y a eu des changements, etc. Le Mashiach ben David, c'est un mec qui vient comme Yehuda, c'est le lion. Tu vois, ça veut dire il est là en tant que symbole, il fait comme ça, il fait dodo, et tu vois, et tout tourne, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, c'est le PDG de Manex, tu vois, mais ça veut dire, il est là pour la décoration, quoi. Tu vois, mais ouais, j'exagère. Non.
Voilà, mais c'est ça en fait, le magicien. Et donc avant ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, tu vois, pour bouger les choses, tu vois, qui soit là pour en fait pour shake it up, pour que les choses, tu vois, elles entrent dans des situations de crise. Parce que sinon, il n'y aura pas de changement en fait sans une situation de crise à la base. Ouais. Ouais, ouais, ouais,